Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Je suis un chat de Natsume Soseki. C'est le 4e épisode sur cette œuvre et nous lirons ce soir le chapitre 4. Si vous voulez avoir un détail du programme de ce live, je vous invite tout simplement à voir la description de la vidéo si vous regardez ça sur YouTube. Et vous aurez des timecodes vous permettant de passer l'introduction, de passer les pauses et d'aller directement à la lecture. Aujourd'hui, je pense que je vais faire une seule pause. A priori, ça devrait être un chouïa moins long que les lives précédents, parce que les lives précédents, c'était des chapitres vraiment consistants. Mais je voulais pas les séparer sur plusieurs lives, etc. Je trouvais ça pas très agréable. D'ailleurs, si vous voulez suivre la lecture de bout en bout, dans l'ordre, tout bien comme il faut, n'hésitez pas à checker la playlist sur YouTube, qui se nomme tout simplement « Et si on lisait Je suis un chat ». Écoutez, la dernière fois j'ai fait une très longue intro. Ah mais je vois que... Ok, je comprenais pas, mais ouais. Je vois que mon livre c'est totalement... Je sais pas si vous voyez. Mais ouais, il s'est totalement désolidarisé de la couverture, c'est un peu chiant ça. En même temps c'est parce qu'il est vachement stock, comme vous le voyez. C'est un bon bébé de 500 pages, donc je pense que c'est pas l'idéal quand on commence à l'ouvrir en grand comme ça. Je suis un peu dégoûté. Surtout que ce bouquin m'a coûté quand même assez cher. Hein. Je sais plus, je crois que c'était 16 ou 17 balles, un truc comme ça. Pour un bouquin, ça commence à faire chier quand même. Enfin bon, bref. Du coup, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je me suis perdu tout seul. Oui, je disais que ça avait pris du temps les dernières fois, ça devrait pas durer un peu moins longtemps aujourd'hui. Surtout que la dernière fois, je vous ai longuement parlé dans l'introduction de la boutique Planétéo sur Redbubble. Voilà, maintenant que j'en ai parlé une fois, c'est sympa, ça fait plaisir, mais je vais pas en reparler à chaque fois, je vais pas re-épiloguer à chaque fois dessus. Euh, Merci le Jérôme Légendaire pour ton raid, c'est très sympathique, merci beaucoup à toi. Le Jérôme Légendaire qui était en live d'illustration à l'instant et j'étais viewer chez lui. Euh, allez le suivre parce qu'il fait vraiment du travail de qualité supérieure. Ses illus sont vraiment masterpiece. Masterpiece, comme on dit. Mais du coup, merci beaucoup le Jérôme, ça fait plaisir. Et bonne app, oui, toi qui mourrais de faim. Et du coup, bonsoir secrétaire, bienvenue sur le live. Comment tu vas? Comment allez-vous tous, les amis? Du coup, oui, je disais, ce soir, ça risque d'être plus court, je vais pas reparler de la boutique à chaque fois, etc., etc. À ceci près, que je vais en reparler quand même un petit peu, genre le mec vraiment relou. Non, mais c'est juste pour vous remercier, puisque Mirani avait déjà passé une commande, et donc j'avais eu des belles photos de son joli hoodie bleu, voilà, ça m'avait fait plaisir d'avoir des nouvelles, et de voir un peu à quoi pouvaient ressembler les objets dans la réalité, parce que comme je le dis, ce sont des objets faits sur mesure à la demande. Moi, j'ai pas un échantillon de tous les objets, je sais pas à quoi ressemblent au final les objets de ma boutique, c'est assez bizarre quoi, mais et du coup, ça me fait vraiment quelque chose en fait de le voir. Surtout de le voir sur d'autres personnes. Alors là, on a franchi un autre cap, puisqu'il y a une commande de Mirani que je remercie encore. Mais Mirani, voilà, c'est mon meilleur pote, je le connais très bien, tout ça, tout ça. Là, on a eu une commande de Petit Poulpe Dissident, et Petit Poulpe Dissident m'a envoyé 2 photos, elle a pas encore tout reçu. Parce que oui, sachez que vous recevrez des colis différents pour chaque article, vu qu'ils sont produits un peu partout dans des pays différents selon l'article. Eh bien, j'ai reçu quelques petites photos de sa commande qui n'est pas encore complète, mais ça fait hyper plaisir, un petit sticker sur ce qu'elle a posé sur son ordinateur. Très marrant, et ça fait très bizarre de voir ça, et en fait je dis qu'on a passé un cap parce que Petit Poulpe dans l'absolu, avant ça je ne la connais pas, on s'est rencontrés grâce, entre guillemets oui, grâce à mes lives entre guillemets, en tout cas mes rediffusions sur YouTube, et du coup c'est marrant de voir un total étranger, même si bon on a appris à se connaître etc, mais un total étranger que j'ai jamais vu IRL etc etc, porter mon logo en vêtements, etc. Puisque j'ai eu une photo d'elle en privé avec mon t-shirt et j'étais choqué. Franchement, elle a l'air relativement contente de ce qu'elle a reçu. En tout cas, c'est ce dont j'ai eu l'impression, donc ça fait plaisir. Et moi, ça m'a fait super plaisir. Ça m'a fait déchanter, je trouvais ça ouf. Et ça m'a fait
ultra bizarre en fait de voir mon logo sur un vêtement comme ça de quelqu'un que je connais pas entre guillemets quoi. C'est assez perturbant et en même temps vous voyez, j'ai le smile, quoi, ça fait un petit truc, ça touche quelque part, c'est marrant. C'est vraiment kiffant, en fait, tout simplement. Et en plus, bah, je suis très content parce que elle a pris, du coup, les t-shirts qui sont les moins chers sur la boutique. Et, bon, les moins chers, je vous avoue que c'est quand même 18 balles, je crois. Mais, malgré tout, très très propre, franchement, je m'attendais à une qualité peut-être un peu moins bonne. Et de ce que j'ai vu en photo et de ce qu'elle m'en a dit, a priori, c'est très très correct. Je suis bien content parce qu'elle a pris logo blanc sur t-shirt noir et le logo blanc ressort bien bien pétant. Donc franchement, j'étais très très content. En plus, elle m'a fait une pose de BG. Enfin voilà, j'ai eu le droit à une photo de mannequinat quoi. C'était incroyable. Non, franchement, je suis très très heureux. Donc merci à toi, petit peu dissident, pour la commande que tu as passée. Ça me fait extrêmement plaisir. Et bah, je me répète, mais si vous venez à passer une commande sur ma boutique, n'hésitez pas à me mettre une photo en privé ou sur le Discord en public si ça vous dérange pas, hein, bien entendu, ou sur Facebook, Twitter, bref, tous les réseaux où vous savez que vous pouvez me trouver. Moi, ça me... Bah, si vous le montrez en public, ça permet aux gens de se faire une idée de la qualité et du rendu de ce que ça peut avoir. Et si vous me l'envoyez en privé, de toute manière, moi, ça me permet de me conforter dans l'idée que, bon, ok, c'est pas une qualité merdique, et tout simplement, ça me permet de réaliser ce petit fantasme, entre guillemets, de me dire, ah, mais c'est faux. Ah, c'est faux, c'est trop bien. Et du coup, Otonochi, bonsoir, bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien. Je t'envoie le lien tout de suite, grâce à la superbe commande que j'ai prévue à cet effet. Le point d'exclamation boutique, donc voilà, n'hésitez pas, point d'exclamation boutique dans le chat Twitch. Et puis n'hésitez pas, ceux qui sont là maintenant et qui apprennent cette information, si vous voyez un jour quelqu'un qui se ramène sur le live et qui dit « Ah, mais c'est où la boutique ?» N'hésitez pas à lui montrer avec la commande, ça sera gentil de votre part. Du coup, on a eu un nouveau follow pendant que j'étais en off. Merci à toi, Animoon. J'aime beaucoup ton pseudo. Merci à toi, Animoon, ça me fait très plaisir. La dernière fois, on a eu des dons de Nakatox et tout, puisque oui, la dernière fois, c'était pas un live de lecture, les amis, c'était un live de gaming. Je suis retourné sur du gaming, ça faisait longtemps, et ça m'a fait plaisir. Surtout que j'ai fait une belle découverte, puisque c'est un jeu que j'avais envie de jouer depuis très longtemps. Il s'agit de The Wolf Among Us, donc un jeu Telltale, et c'est dans un univers qui me plaît particulièrement, en tout cas pour le moment, c'est-à-dire ce genre d'univers, donc là c'est l'univers de Fable en l'occurrence, ceux qui connaissent les comics ou les jeux vidéo, mais en gros c'est ce genre d'univers où on mêle le monde réel avec du monde fantastique, où on va avoir des créatures fantastiques, etc., qui doivent s'intégrer à notre vie contemporaine, avec New York et ainsi de suite, enfin voilà. Donc j'aime beaucoup ce genre d'univers, et pour le moment je suis totalement conquis, c'est vraiment une très bonne surprise. Donc ça continuera, et ça continuera peut-être même dès demain 21h. Je suis pas sûr de l'information, vous le savez maintenant, les lives de gaming sont des lives chaotiques, pas prévus trop à l'avance, mais je peux vous dire que je sens là, je sens un fumet, c'est possible que ce soit demain 21h, pour l'épisode 2. Voilà, voilou. Écoutez, je vais pas m'éparpiller davantage que ça, parce que j'ai fait des intros très longues ces derniers temps, donc je pense qu'on va se plonger dans la lecture allègrement. Otonoshi, n'hésite pas à le mettre dans ta bio Twitch. Oui, je sais pas encore comment je vais faire ça, puisque, grosso modo, pour ceux qui ne le savent pas, sous le live Twitch, il y a une petite bio avec des liens, etc., etc. Et en fait, le nombre de liens est capé à 5. Donc j'ai déjà mis le lien de mon Wattpad, de mon Facebook, de mon Twitter, de mon Discord et de mon YouTube. Tous les endroits où vous pouvez suivre mes activités, entrer en communication avec moi, etc. Et du coup, bah, j'ai pas de 6ème lien disponible pour la boutique. Après ça, il y a des panneaux. Donc du coup, j'hésitais à faire un panneau pour la boutique. Moi, c'est des petits nuages avec, pareil, écrit rediffusion, Discord, Twitter, etc. etc. Et bah, du coup, j'aurais bien fait un petit nuage avec écrit boutique. Le problème, c'est que mes modèles de nuages sont sur un logiciel qui était sur mon ancien PC. Et du coup, je peux plus... Enfin, j'ai plus la licence pour un nouveau PC. Donc il faudrait que je retourne soit sur le vieux PC, soit que je
soit que je refasse tout à neuf. Mais j'ai de plus en plus envie de refaire tout à neuf pour les panneaux sous le stream. Donc ce sera peut-être l'occasion. Ça mettra peut-être du temps, mais ça sera peut-être l'occasion. Après, sinon, je peux peut-être juste copier-coller ça dans le petit paragraphe concernant Planétéo, en effet. Ce serait pas un lien cliquable, mais bon, il y aurait toujours moyen de le copier-coller pour vous. Et puis sinon, comme je le disais, la commande à point d'exclamation boutique est là pour vous. Ouais, c'est cap à 5 Otonoshi, il me semble, hein. Je crois que c'est capé à 5 liens. En tout cas, quand j'ai essayé de mettre un 6ème lien, j'ai pas trouvé la possibilité de le faire, donc je pense. Sur ce, les amis, on va vite se plonger dans la lecture, comme je le disais. Je vous invite tous à vous installer, à prendre à boire, à manger, les amis. Santé, je vous souhaite de passer un agréable moment en ma compagnie. Pour cette petite session, alors je dis petite session, pour le moment tous les lives de lecture sur Je suis un chat durent plus de 2 heures. On va voir. Le chapitre d'aujourd'hui est un chouïa plus court. La dernière fois on s'était laissé avec quand même un assez gros événement entre guillemets, même si j'avoue que, bah voilà, j'en ai déjà parlé souvent dans les lives précédents, mais j'avoue que je commence à être vachement détaché de cette œuvre malheureusement. Donc j'espère être recatché, rehappé. On va essayer d'y mettre du sien, on va y mettre de la bonne volonté. De toute manière, je continue la lecture, j'ai envie d'aimer parce qu'il y a de très très bons points en fait à cette lecture, je trouve. Mais c'est vrai que l'histoire en elle-même est quand même remplie de beaucoup de vide à mon sens, en tout cas à mon goût. Donc voilà, on va s'accrocher, j'ai envie d'aimer cette histoire, et la dernière fois on s'est arrêté sur quand même un petit événement, puisque il y a eu une forte engueulade entre nos héros principaux, si je puis dire, et le voisinage, puisque on a pas mal de gens du voisinage qui ont l'air de détester le professeur qui est le maître du chat, le chat qui est le narrateur. Pour ceux qui ont suivi la lecture jusque-là, ce sera plus simple à comprendre. Et donc voilà, a priori, le professeur ne fait pas l'unanimité dans la communauté, il a peut-être une petite impopularité, ce qui est marrant d'ailleurs, puisque, je le répète, j'avais lu que, a priori, le personnage du maître du chat, donc du professeur, était vachement inspiré de Natsume Soseki lui-même. Donc c'est marrant qu'il se représente, entre guillemets, comme quelqu'un d'impopulaire, etc. En tout cas, quelqu'un qui peut avoir des embrouilles de voisinage. Et c'était là qu'on s'était arrêté, je sais pas si ça va poursuivre là-dessus, je pense que oui. Mais ça en était allé quand même jusqu'à l'insulte, hein. Tous les voisins qui lui gueulent dessus des insultes. Donc bon, c'était un point chaud à moitié. Grosso modo, on avait d'un côté le groupe formé du chat qui observait le professeur, Meitei et Kangetsu. Et de l'autre côté, le voisinage avec... il y avait la femme, le mari, la fille qui était promise à Kangetsu, enfin, des histoires de romance un petit peu étranges où on sait pas qui est vraiment promis à qui, parce qu'il y a tout un tas de manipulations un peu étranges, et leur concierge, quoi, grosso modo. Voilà. J'ai résumé les choses comme je le pouvais. C'est compliqué, mais je fais au mieux. Et écoutez, on va pouvoir se lancer. Je pense ne faire qu'une pause, comme je le disais ce soir. A priori, je vais lire un truc genre 15 pages, 16 pages, un truc comme ça. Et après, je ferai la pause et on repartira. Encore une fois, ça va être coupé de manière vraiment arbitraire parce que je vois pas de découpe naturelle à faire dans cette œuvre, malheureusement. C'est très souvent en plein dialogue que je serais censé faire une coupe en plus, donc bon. C'est un peu compliqué pour moi de faire ça bien. Désolé. Déjà, j'essaie de pas séparer et étaler un chapitre sur plusieurs lives pour garder l'unité de sens. Mais après, rentrer dans le chapitre, c'est un peu plus compliqué de faire des découpes. Allez, trêve de bavardage. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonne écoute le Jérôme si tu es toujours parmi nous. Bonne écoute secrétaire, Otonoshi et tous ceux dans l'ombre. Je vous souhaite également une bonne écoute à ceux, et vous êtes nombreux, et je vous salue et je vous remercie, qui me suivent sur YouTube. A tout à l'heure pour la pause. On est parti. Chapitre 4. Je me faufile comme d'habitude dans la demeure des Kaneda. Je pense qu'il n'est pas besoin d'expliquer ce « comme d'habitude ». Cela veut dire très souvent « élevé au carré ».
On fait quelque chose une fois et on veut le recommencer tout de suite, puis le deuxième essai appelle le troisième. La curiosité n'est pas un sentiment réservé aux hommes, et il faut bien reconnaître que les chats aussi naissent avec cette caractéristique psychologique. Un acte répété plus de 3 fois devient ce qu'on appelle une habitude, une nécessité de la vie quotidienne, et en cela nous ne différons aucunement des hommes. On me demandera peut-être pourquoi je vais si souvent chez les Canédas. Qu'on me laisse donc poser moi-même une question aux hommes avant que je m'explique. Pourquoi les hommes avalent-ils de la fumée pour la rejeter ensuite par le nez, alors que cela ne remplit pas le ventre et n'aide en rien à la circulation du sang? Et pourtant, voyez-les aspirer et souffler sans la moindre retenue ni la moindre gêne. Cela étant, que l'on veuille bien se dispenser de telle ou telle critique insolente quant à mes déplacements chez les Canédas. Leur maison est mon tabac. D'autre part, je me faufile, prêt à confusion. Ce mot évoque de façon malheureuse un voleur, ou je ne sais quel don Juan, se rendant chez une belle en l'absence de son mari. Je ne suis certes pas invité quand je vais chez les Canédas, mais ce n'est jamais, au grand jamais, pour y escamoter une tranche de bonite, ni pour un rendez-vous secret avec le toutou dont les yeux et le nez se soudent par convulsions au milieu de sa tête. Espionnage? Absolument pas. Il n'y a en ce monde aucune occupation aussi vile et méprisable que celle d'espion et d'usurier. Il est vrai que, mu par un esprit chevaleresque presque déplacé chez un chat, j'ai un jour observé les mouvements de la famille Canéda au profit de Kangetsu, mais ce fut la seule fois que cela m'arriva, et depuis que je ne me suis plus commis dans ce genre d'action scélérate, propre à tourmenter la conscience d'un chat. Alors, pourquoi ai-je employé un mot qui se prête à une interprétation douteuse? Eh bien, il y a une excellente raison à cela. J'ai toujours considéré que le ciel est fait pour couvrir la création et la terre pour la porter. Même ceux qui trouvent leur plaisir à argumenter à loisir sur tout ne peuvent pas nier ce fait. Or, dans quelle mesure les hommes ont-ils apporté leur contribution à la création du ciel et de la terre? Pas la moindre. Ils ne sont donc pas fondés à considérer comme leur propriété quelque chose qu'ils n'ont pas fait. Admettons encore qu'ils en réclament la propriété. Cela ne leur donne pas le droit d'en interdire la libre entrée aux autres. Mais, avec une belle suffisance, on bâtit des haies de séparation, on plante des piquets sur cette vaste terre, et on proclame cela propriété d'un tel. C'est comme si on délimitait le ciel illimité avec des cordes, et allait enregistrer sa propriété. Ceci est mon lot de ciel, celui-là est à tel autre. Si on délimite des parcelles de terrain pour les vendre à tel ou tel prix le mètre carré, pourquoi ne pas diviser l'air que nous respirons en litres et le vendre ainsi? Si on ne peut pas diviser et vendre l'air ni délimiter le ciel, la propriété individuelle de la terre est aussi une absurdité. Ces observations m'ont amené à certaines conclusions, et je ne me gêne jamais pour aller où je veux. Naturellement, je ne vais pas où je n'ai pas envie d'aller, mais quand je veux me rendre quelque part, je le fais posément, avec une parfaite égalité d'âme, nord, sud, est ou ouest. Je n'ai aucune raison d'éviter la maison des Canédas. Malheureusement, les chats ne peuvent rien contre les humains lorsque la force parle. Dans ce monde, où l'on dit que la force prime le droit, un chat pourrait avoir 1000 fois raison que son opinion ne compterait pas. S'il veut à tout prix se faire entendre, il court le danger de subir le même sort que Kuro, le chat du voiturier. Un coup de palanche donné à l'improviste par le marchand de poissons. Quand la raison est de notre côté, mais la force contre nous, nous pouvons soit faire violence à notre bon droit et nous soumettre, soit agir selon nos lumières à l'insu des puissants. Il va de soi que je choisis la seconde solution. Je ne peux pas ne pas fuir un coup de palanche, donc je ne peux pas ne pas me faufiler. Il n'y a aucune raison m'empêchant d'entrer chez les gens, donc je ne peux pas ne pas m'y faufiler. Voilà pourquoi je me faufile dans la maison Canéda. À mesure que je me glisse dans cette maison, je ne peux éviter que mes yeux ne remarquent de plus en plus précisément ce qui se passe dans la famille, et que mon esprit n'enregistre malgré moi des impressions variées, quoique je n'ai pas l'intention de faire de l'espionnage. Par exemple, chaque fois que Hanako se lave le visage, elle s'essuie le nez avec un soin particulier. Sa fille, Tomiko, n'arrête pas de manger des mochis. Monsieur Canéda lui-même, Canéda est tout le contraire de sa femme, il a le nez plat. Plus encore, toute sa figure est plate. On dirait qu'il s'est battu avec un gardement quand il était enfant, et que cette terreur de quartier lui a pris la tête et l'a écrasé de toutes ses forces contre un mur de terre. Aujourd'hui, 40 ans après l'opération, il en résulte ce visage plat comme une planche. C'est un visage très calme, sans trait menaçant. Mais il manque d'expression et reste plat même dans les plus grandes colères. Ce Canéda tapote sa tête chauve quand il mange des tranches de thon cru,
porte des chapeaux et des guettas beaucoup trop hauts, car il est également de petite taille. Le tireur de pouce-pouce trouve cela comique et fait part de ses observations à l'étudiant à demeure dans cette maison, qui le félicite de son esprit observateur. Je n'en finirai pas de tout raconter. Depuis quelque temps, je passe à côté de la porte de l'office pour traverser le jardin, et après m'être assuré de la petite colline artificielle du jardin, que les cloisons coulissantes sont fermées et que tout est calme, je grimpe calmement dans la maison. Mais si j'entends un concert animé de voix humaines, ou si je cours le danger d'être découvert de l'intérieur de la maison, je contourne le bassin par l'est, puis longe les lieux d'aisance et me glisse inaperçu sous la véranda. Je ne fais rien de mal, et je n'ai pas à me cacher ou à craindre, mais il m'a bien fallu reconnaître que je joue de malchance chaque fois que je rencontre les êtres violents et illogiques que sont les hommes. Si le monde n'était peuplé que de Kumasaka Shohan et consorts, même le plus vertueux des hommes adopterait mon attitude. Kaneda est un homme d'affaires établi, et il n'y a probablement pas de danger qu'il brandisse un sabre de 6 pieds de long comme Kumasaka, mais j'ai entendu dire qu'il a une maladie particulière. Il ne considère pas les hommes comme des êtres humains. Donc il ne considère certainement pas les chats comme des chats. D'où il faut conclure qu'un chat, si vertueux soit-il, doit se tenir sur ses gardes dans cette maison. Et puis, c'est précisément le danger couru qui m'attire, et si je franchis ainsi la porte des Kaneda, c'est peut-être que je veux défier le sort qui m'attend. Je vous expliquerai cela plus tard, quand j'aurai bien considéré la question, et quand on aura pu disséquer en détail le cerveau d'un chat. Aujourd'hui, le menton couché dans le gazon de la petite colline artificielle, j'examine la situation du terrain devant moi. Le salon de 15 nattes est ouvert au soleil printanier de ce mois de mars, et Madame Kaneda s'y trouve en conversation avec un visiteur. Par malheur, elle est tournée de mon côté, et son nez fixe directement mon front par-dessus le bassin. C'est la première fois de ma vie qu'un nez me toise. En compensation, je vois Kaneda de profil, car il fait face à son visiteur. Son visage plat est à moitié caché, et je n'arrive pas à établir clairement où est son nez. Seule une luxuriante moustache poivre et sel, poussant à tort et à travers où cela lui plaît, aide à conclure sans trop de peine qu'il doit y avoir 2 trous au-dessus. Ce spectacle ouvre les ailes de mon imagination, et je me dis que la brise du printemps serait bien aise si elle pouvait ne souffler que sur des visages aussi plats. Le visiteur est le seul de la compagnie à avoir un aspect normal, et n'a aucun trait particulier qui mérite description. N'avoir rien pour se distinguer des autres est une bonne chose à première vue, mais le résultat est pitoyable, quand l'ordinaire devient un temple de banalité, un tabernacle de platitude et de grisaille. Qui est donc né en ce grand règne de Meiji, avec mission de porter ce visage dénué de tout intérêt? Il me faut aller sous la véranda pour écouter ce qui se dit là-bas. Et alors ma femme s'est dérangée pour aller chez cet homme et prendre des renseignements. Kaneda parle toujours de façon arrogante, mais son langage ne présente aucune aspérité. Il est comme son visage, plat et massif. Bien sûr, s'il a été le professeur de M. Mizushima, bien sûr c'était une bonne idée, oui bien sûr. Cette rafale de bien sûr émane du visiteur. Mais je n'arrive pas à me faire une idée claire. Bien sûr, ce n'est pas possible avec Kushami. Depuis le temps où nous étions étudiants en pension ensemble, il a toujours été indécis. Cela a dû être désagréable, dit le visiteur en se tournant vers Hanako, dont le nez fulmine. Ne m'en parlez pas! Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais été aussi mal reçu. Il a été grossier, il a le caractère obstiné depuis toujours. Voici 10 ans qu'il enseigne avec le même livre de lecture. Cela doit suffire à vous donner une idée du personnage, commente le visiteur en se mettant au diapason. À un point incroyable. Pardon. À un point incroyable. Chaque fois que ma femme demandait quelque chose, il montrait les dents. Littéralement. C'est outrageant. Mais il faut reconnaître qu'un peu d'instruction pousse à l'arrogance. Et si on est pauvre en plus, on ne veut pas s'avouer inférieur. Et il y a beaucoup d'individus extravagants dans ce monde. Ils ne s'aperçoivent pas de leur incapacité et s'attaquent rageusement à ceux qui possèdent quelque chose. On dirait qu'on leur a extorqué leurs biens. C'est incroyable. Le visiteur semble ne plus se tenir de joie. Oui, cela défie toute expression. En somme, ce sont des caprices venant d'une ignorance totale de la vie. J'ai pensé qu'il serait bon de lui donner une leçon, et j'ai déjà agi. Ah, il doit comprendre maintenant. Cela ne peut que lui faire du bien, dit le visiteur par flatterie pour Kaneda, sans savoir comment celui-ci a agi. Mais, monsieur Suzuki, vous ne savez pas à quel point il est têtu. À l'école, il ne parle même pas à monsieur Fukushi ou à monsieur Tsuki. Il pensait qu'il n'osait pas parler parce qu'il était honteux,
Mais l'autre jour, il a poursuivi l'élève qui habite chez nous, et qui n'a rien fait, en brandissant sa canne. Un homme de plus de 30 ans. Quelle conduite stupide. Le dépit a dû le rendre fou. Ah, pourquoi est-il devenu si violent? Le visiteur semble cette fois avoir des doutes malgré tout. Eh bien, l'élève est passé devant lui en disant quelque chose, et Kushami s'est précipité sur lui brusquement, pieds nus, avec sa canne. Même si cet élève lui a dit quelque chose de mal, c'est un enfant, et Kushami est un adulte avec une moustache, et il est professeur en plus. Oui, il est professeur, dit le visiteur. Il est professeur, répète Kaneda. Les trois interlocuteurs semblent être arrivés fortuitement à la conclusion que la qualité de professeur oblige à subir calmement les insultes, comme une statue de bois. Et puis ce Meitei, cet original qui se plaît à raconter des mensonges inutiles aussi gros que lui. C'est la première fois que je vois un individu aussi saugrenu. Ah, Meitei, il est donc toujours à ses inventions, je vois. Vous l'avez rencontré chez Kushami? Il est de fréquentation difficile. Il faisait jadis partie de notre groupe, quand nous faisions notre cuisine. Il se moque constamment du monde et je me suis souvent querellé avec lui. N'importe qui se fâcherait avec lui. On peut mentir lorsque les conventions l'exigent, ou quand il faut dire comme les autres. Dans ces cas-là, on dit des choses qu'on ne pense pas. Mais lui, il ment à tort et à travers, sans nécessité, et il fait perdre la tête aux gens. Dans quel but dit-il ces sottises? Il ment avec un sans-gêne. Vous avez raison. On est sans défense devant lui, car il ment par plaisir. J'avais pris la peine d'aller me renseigner sérieusement sur Mizushima, et je n'ai retiré qu'un pêle-mêle incompréhensible. J'étais vexé. Pardon, je me suis trompé de personnage, je reprends. J'avais pris la peine d'aller me renseigner sérieusement sur Mizushima, et je n'ai retiré qu'un pêle-mêle incompréhensible. J'étais vexé à n'y plus tenir. Malgré cela, une obligation est une obligation, et je ne pouvais pas aller chez Kushami pour lui demander des renseignements sans rien lui donner en échange. Je lui ai donc fait porter une douzaine de bouteilles de bière par notre voiturier. Eh bien, figurez-vous qu'il les a renvoyées en disant qu'il n'avait pas de raison de les accepter. Notre homme lui a dit que c'était un petit cadeau de remerciement et lui a demandé de l'accepter. Mais il lui a répondu, l'insolent, qu'il mange de la confiture chaque jour, mais qu'il ne prend jamais de boissons amères comme la bière. Et il est rentré chez lui sans s'excuser. Que pensez-vous d'une grossièreté pareille? C'est en effet grossier, dit le visiteur, l'air de croire vraiment à ses paroles. Il se fait un silence, puis Kaneda reprend. C'est pourquoi je t'ai fait venir aujourd'hui. Il pourrait suffire de ridiculiser cet imbécile dans son dos. Mais cela nous ennuie un peu. Il tapote à nouveau son crâne chauve, comme lorsqu'il mange des tranches de thon cru. En réalité, je ne peux pas le voir se tapoter le crâne puisque je suis sous la véranda, mais le son de ce crâne dégarni m'est devenu familier depuis quelque temps. De même qu'une nonne différencie les gongs de bois, rien qu'à en entendre le son, je suis capable, même sous la véranda, de déterminer que tel son particulier provient du crâne lisse de Kaneda. Je voudrais te demander un petit service. Je vous en prie. Si c'est en mon pouvoir, je ferai n'importe quoi. C'est grâce à la peine que vous avez prise pour moi que j'ai obtenu mon transfert à Tokyo, dit le visiteur, acceptant avec plaisir la demande de Kaneda. Au ton qu'il emploie, on devine qu'il lui doit beaucoup. L'affaire devient de plus en plus intéressante. Il fait très beau aujourd'hui, et je n'avais pas grande envie de venir ici, mais les renseignements que je vais recueillir sont inespérés. C'est aussi inattendu que de se faire offrir des gâteaux de riz garnis de purée de haricots dans les appartements du prieur du temple, où on va prier lors des équinoxes. Que va demander Kaneda? J'affûte mes oreilles. Cet excentrique de Kushami donne des idées à Mizushima. Je me demande pourquoi, et lui conseille de ne pas épouser notre fille. C'est cela, Anako, n'est-ce pas? Conseiller, et à peine le mot! Il a dit « Quel imbécile au monde voudrait épouser la fille de cet individu? Kangetsu évite un tel mariage comme la peste !» Cet individu? Mais il m'insulte! Il a dit une chose pareille! Non seulement il l'a dite, mais la femme du voiturier est venue me le rapporter. Suzuki, tu as entendu? C'est extrêmement fâcheux, ne penses-tu pas? En effet, dans ce genre d'affaires, on ne devrait pas se mêler de ce qui ne regarde que les autres. Même Kushami devrait avoir le bon sens de savoir cela. Que s'est-il donc passé? Alors voilà. Tu habitais dans la même pension que Kushami quand vous étiez étudiant, et quoi qu'il en soit maintenant, vous étiez très amis dans ce temps-là. Je te demande donc d'aller le voir et de lui faire comprendre où est son intérêt. Il est peut-être en colère, mais c'est sa faute, et s'il veut se tenir tranquille, je suis prêt à lui accorder certaines facilités, et à ne plus lui faire d'ennui. Mais s'il veut rester sur ses positions, je saurai quoi faire. En d'autres termes, s'il ne veut pas plier, il en subira les conséquences. Oui, vous avez raison. Une résistance stupide ne peut qu'être à son détriment. Je vais essayer de le lui faire comprendre. D'autre part, nous avons beaucoup de demandes pour notre fille, et nous n'avons pas décidé fermement de la donner à Mizushima. Mais j'ai entendu dire qu'il n'est pas mauvais comme homme et comme savant,
Et s'il travaille assez pour obtenir son doctorat dans un avenir proche, nous la lui donnerons peut-être. Tu peux faire sentir discrètement cela à Kushami. Si je lui dis cela, Kangetsu sera peut-être encouragé à travailler. Très bien, je vais y aller. Autre chose encore. C'est un peu étrange, mais cela ne va pas à Mizushima d'appeler cet excentrique monsieur à tout bout de champ et d'écouter tout ce qu'il lui dit. Cela ne s'applique bien sûr pas qu'à Mizushima, et si Kushami veut causer des ennuis, je n'y vois pas d'inconvénient. Parce que ce serait malheureux pour monsieur Mizushima, ajouta Nako. Je n'ai jamais vu ce Mizushima, mais s'il pouvait obtenir votre fille, ce serait pour son bonheur, et je pense qu'il n'a aucune objection. Bien sûr, monsieur Mizushima veut l'épouser, mais ces originaux de Kushami et Meitei n'arrêtent pas de lui tourner la tête. C'est parfaitement inconvenant pour des personnes qui ont une instruction considérable. Je vais chez Kushami, pour m'entretenir sérieusement avec lui. Je t'en serais bien obligé. Excuse-moi pour le dérangement que je te cause. Et puis, c'est Kushami qui connaît le mieux Mizushima. Lorsque ma femme est allée se renseigner l'autre jour, elle n'a rien pu en tirer de bon. Je voudrais que tu lui demandes des renseignements sur le caractère, la conduite et les études de Mizushima. C'est entendu. Nous sommes samedi aujourd'hui, il doit être chez lui. Je peux y aller maintenant. Où habite-t-il? Allez à droite en sortant d'ici. Pardon. Allez à droite, en sortant d'ici. Et un bloc à peu près sur la gauche, il y a une maison avec une haie noire qui tombe en morceaux. C'est là, expliqua Nako. Alors c'est tout près. Il n'y a aucune difficulté. Je vais y passer sur le chemin du retour. Je trouverai bien la maison s'il y a une plaque avec le nom de Kushami. Quelquefois il y en a une, d'autres fois pas. Il colle sa carte de visite sur la porte avec un grain de riz, et quand il pleut, elle se détache. Il en recolle une autre quand il fait beau. Ne comptez donc pas trop voir son nom sur la porte. Plutôt que de passer son temps à ces collages fastidieux, il ferait mieux de mettre une plaque de bois. On ne sait vraiment pas quoi penser d'un homme pareil. En effet, c'est assez bizarre. Mais la haie noire défoncée va m'aider à trouver la maison. Oh oui, il n'y a qu'une maison aussi négligée dans tout le quartier. Ah, j'y pense. Si vous ne trouvez pas malgré tout, voici une bonne chose. Cherchez une maison avec de l'herbe poussant sur le toit. Vous ne pouvez pas vous tromper. C'est une maison très particulière. Il me faut rentrer avant que Suzuki passe chez mon maître. J'ai entendu tout ce que j'ai besoin de savoir. Toujours sous la véranda, je franchis l'espace qui me sépare des lieux d'aisance, et là je prends vers l'ouest pour contourner la colline artificielle, puis je me retrouve dans la rue, et je me hâte de rentrer à la maison au toit couvert d'herbe. Je saute sur la véranda comme si de rien n'était. Mon maître est couché à plat ventre sur une couverture blanche qu'il a étendue sur la véranda et se chauffe au soleil de ce calme jour de printemps. Les rayons du soleil, avec une belle impartialité, réchauffent joyeusement cette pauvre maison au toit couvert de bourses du berger, de la même façon que le salon des Kaneda, mais hélas, la couverture n'a rien de printanier. Ceux qui l'ont faite à l'usine d'où elle sort l'ont voulu blanche. Le marchand d'articles d'importation l'a vendue comme couverture blanche, et mon maître l'a achetée blanche. Mais cela se passait voici 12 ou 13 ans, et la période de blancheur est finie depuis longtemps. Maintenant, elle passe par une seconde période de gris foncé. Je ne me risquerais pas à considérer si elle dura assez longtemps encore pour franchir cette période de transition et devenir toute noire. Elle a été usée par tant de milliers de frottements qu'on peut maintenant compter facilement les fils de la chaîne et de la trame, et qu'il est désormais présomptueux d'appeler cela une couverture, car elle ne couvre plus rien. Enlevons la moitié du mot, et appelons cette chose une ture. Ce sera plus conforme à la réalité. Mais dans la pensée de mon maître, un objet qui dure depuis 1, 2, 5 ou 10 ans doit lui durer toute son existence. Il n'a aucune conscience des réalités de la vie. Il est donc couché à plat ventre sur cette couverture au triste destin, son manteau saillant appuyé sur ses deux mains, et une cigarette entre les doigts de la main droite. C'est tout. Il se peut que, dans sa tête couverte de pellicule, les grandes vérités de l'univers tournent comme une roue de feu, mais personne ne l'imaginerait à en juger par son apparence. Sa cigarette est presque entièrement consumée, et 3 centimètres de cendre tombent sur la couverture. Il ne s'en occupe pas, et suit des yeux la fumée qui monte de son mégot. Elle flotte dans la brise du printemps en faisant des cercles ondulants qui se rapprochent des cheveux d'un mauve profond que ma maîtresse laisse pendre sur ses épaules après les avoir lavés. Oh, j'aurais dû parler d'elle bien avant maintenant. J'ai oublié. Elle est assise, le postérieur tourné vers son mari. Pourquoi dites-vous qu'elle manque de tenue? Il n'y a rien d'impoli à cela. La courtoisie ou l'impolitesse dépendent de l'interprétation qu'on en fait mutuellement. Mon maître est couché calmement, le menton dans les mains, face au postérieur de sa femme,
et celle-ci, tout aussi calmement, a installé sa croupe devant le visage de son mari. C'est tout, et il n'y a rien là qui indique un manque de tenue ou autre chose. Ce couple a abandonné le terrain fastidieux des bonnes manières avant sa première année de mariage. C'est un couple super marié. Ainsi ma maîtresse tourne le postérieur à son mari et, allez savoir dans quelle intention, elle laisse couler dans son dos avec ostentation ses cheveux lisses et soyeux, des cheveux noirs avec des reflets verts, longs de plus de 30 centimètres, qu'elle a lavés aujourd'hui en profitant du beau temps, avec un mélange de glu, d'algues et d'œufs. Elle coud en silence un vêtement d'enfant sans manches. En fait, c'est pour faire sécher ses cheveux qu'elle est sortie sur la véranda avec un coussin de crêpe de soie et sa boîte à ouvrage, et elle tourne respectueusement le postérieur à son mari. À moins que ce dernier n'ait tourné le visage en direction du dit postérieur. Comme je l'ai dit il y a quelques instants, la fumée de cigarette s'insinue dans l'abondante chevelure flottante et dérive comme une vapeur s'élevant de la terre, bien que ce ne soit pas la saison, et mon maître s'abîme dans la contemplation de ce spectacle. Mais la fumée ne reste jamais à la même place, car sa nature la pousse à monter toujours plus haut, et si mon maître veut suivre jusqu'au dénouement la vision de la fumée s'enchevêtrant aux cheveux, il lui faut lever les yeux. Il commence son observation par les hanches, continue le long du dos jusqu'aux épaules et au cou, puis au moment où il arrive enfin à la tête, il ne peut réprimer une exclamation de surprise. En plein milieu de la tête de la femme à laquelle il a juré fidélité jusqu'à sa mort, il y a un endroit chauve, tout rond. De plus, cet espace dénudé de cheveux reflète les chauds rayons du soleil et brille comme s'il n'avait attendu que cela depuis toujours. À cette grande découverte, inexplicable et inattendue, les yeux de mon maître marquent une grande stupeur dans leur éblouissement, et indifférents à la violente clarté du soleil, fixent avec fascination le rond chauve, sans battre des paupières. La première chose à laquelle mon maître pense en voyant ce rond est le plat sur lequel on met de l'huile d'éclairage, plat qui lui vient de famille et qu'on place sur le petit autel bouddhique de la maison depuis plusieurs générations. La famille de mon maître appartient à la secte Shinshu, dont la coutume depuis longtemps est de faire dépenser beaucoup plus d'argent qu'on ne peut se le permettre pour les autels domestiques. Mon maître se souvient que, quand il était enfant, il y avait une miniature de temple bouddhique lourdement plaquée d'or dans le sombre dépôt de sa maison, et dans cette miniature se trouvait toujours un plat d'arcale, avec une veilleuse brûlant vaguement, même dans la journée. Le plat brillait de façon assez claire dans l'obscurité environnante, et la vue du rond chauve sur la tête de sa femme a dû réveiller brusquement en mon maître ses impressions d'enfant, qui a vu tant de fois cette veilleuse jeter ses lueurs. La vision de ce plat disparaît en moins d'une minute. Maintenant il se rappelle les pigeons de Canon. Il semble n'y avoir aucun rapport entre ces pigeons et la calvitie partielle de ma maîtresse, mais mon maître établit une relation très étroite entre eux. Toujours quand il était enfant, il ne manquait jamais d'acheter des pois pour les pigeons lorsqu'il allait à Asakusa. Les pois coûtaient 3 rines l'assiette, qui était en argile rouge. Cette assiette ressemblait beaucoup au rond chauve de la tête de sa femme, tant par la forme que par la couleur. En effet, la ressemblance est frappante, dit mon maître d'un ton admiratif. Sa femme lui demande de quoi il parle, sans se retourner. Sais-tu que tu as une grande plaque chauve sur la tête ? Oui, répond ma maîtresse sans s'arrêter de travailler. Elle n'a pas du tout l'air embarrassée de se voir découverte. C'est une épouse modèle, comme il y en a peu. Tu l'avais quand nous nous sommes mariés, ou bien cela s'est fait après notre mariage ? Demande mon maître. Il ne dit pas clairement, mais il pense en lui-même que s'il était chauve avant son mariage, il a été berné. Je ne sais pas quand cela m'est venu, et puis que je sois un peu chauve ou non, qu'est-ce que cela fait ? Dit-elle d'un ton très détaché de ses contingences. Comment ? Qu'est-ce que cela fait ? C'est pourtant ta tête, réplique mon maître, irrité. Eh bien, parce que c'est ma tête, cela ne fait rien, répond ma maîtresse, mais elle semble malgré tout s'en préoccuper, et passe la main derrière sa tête pour caresser l'endroit en question. Oh, cela s'étend de plus en plus. Je ne pensais pas que c'en était déjà là, dit-elle, trahissant par cette remarque le sentiment que sa calvitie est beaucoup plus étendue qu'elle ne devrait l'être pour son âge. Elle essaie de se justifier. Quand nous relevons nos cheveux en chignon, cet endroit est tellement tendu que n'importe quelle femme perd des cheveux. Si toutes les perdaient à une vitesse pareille, elles seraient chauves comme des bouilloires à 40 ans. Ce ne peut être qu'une maladie, et elle peut se donner. Tu dois te faire examiner par le docteur Amaki le plus tôt possible, dit mon maître en se caressant la tête avec insistance. Tu parles des autres, mais toi-même tu as des poils blancs dans le nez.
Si la calvitie est contagieuse, les poils blancs dans le nez le sont aussi, lance ma maîtresse, un peu fâchée. Les poils de nez blanc ne se voient pas, et il n'y a donc pas de mal à cela. Mais la tête, surtout sur la tête d'une femme jeune, une calvitie pareille n'est pas belle à voir. C'est une infirmité. Si c'en est une, pourquoi m'as-tu épousé? Tu m'as épousé parce que tu m'aimais, et maintenant tu parles d'infirmité. Je ne le savais pas, je n'en savais rien jusqu'à aujourd'hui. Et puisque tu veux tenir tête, pourquoi ne me l'as-tu pas montré avant notre mariage? Mais c'est stupide! Dans quel pays une fille doit-elle faire examiner sa tête et réussir l'examen pour se marier? Bon, je me ferai une raison pour ton crâne chauve, mais tu es plus petite que la moyenne des gens, et cela n'est pas un spectacle à voir. Ma taille, on la voit tout de suite. Tu savais très bien que je suis petite quand tu m'as épousée. Oui, je le savais. Mais je t'ai épousé parce que je pensais que tu grandirais encore un peu. Que je grandirais? À 20 ans? Tu te moques du monde. Ma maîtresse jette le vêtement qu'elle cousait et se retourne vers son mari pour lui faire face. Son attitude indique que les choses pourraient mal tourner, selon la réponse qui lui sera faite. Aucune loi n'interdit de grandir après 20 ans. Je croyais qu'en te donnant des choses nourrissantes à manger après le mariage, tu pourrais grandir un peu. Pendant que mon maître développe son étrange raisonnement d'un air très sérieux, la sonnette de la porte d'entrée retentit violemment, et une grosse voix demande s'il y a quelqu'un. Suzuki vient enfin de trouver, grâce au toit couvert d'herbe, l'antre où le professeur Kushami cache ses talents. Ma maîtresse remet la scène de ménage à un autre jour, ramasse précipitamment sa boîte à ouvrage et le vêtement d'enfant, puis s'enfuit vers le petit salon. Mon maître enroule la couverture grise et la jette dans son bureau, à la vue de la carte de visite que la bonne vient d'apporter. Il prend un air légèrement surpris et ordonne de faire entrer le visiteur. Puis, la carte de visite dans la main, il se rend aux toilettes. Je ne vois pas du tout pourquoi il va si soudainement dans cet endroit, et je serais bien en peine d'expliquer pourquoi il a jugé bon d'y emporter la carte de Tojuro Suzuki. En tout cas, cette pauvre carte, obligée qu'elle est de le suivre dans un endroit qui sent aussi mauvais, joue de malheur. La bonne place un coussin de calicot imprimé devant Suzuki, l'invite à s'asseoir et se retire. Suzuki examine la pièce. Il y a dans l'alcôve une imitation d'une calligraphie de Mokuan. Les fleurs se sont épanouies, le printemps est venu dans tout le pays. Un arrangement de branches de cerisier printanier dans un vase de porcelaine verte à bon marché venant de Kyoto. Suzuki examine tous ces éléments un par un, et son regard tombe sur le coussin que la bonne lui a avancé. Et voici qu'un chat s'y trouve assis en toute sérénité. Inutile de dire que le chat, c'est moi qui vous parle. À ce moment, Suzuki ressent une légère irritation qui apparaît sur son visage. Ce coussin a sans conteste été placé là pour lui, et avant qu'il ait pu s'y installer, un étrange animal s'est assis dessus, sans permission, et comme s'il trouvait cela naturel. Ce premier incident ébranle l'assurance de Suzuki. Si le coussin était resté comme la bonne l'avait placé, sans occupant dans la brise du printemps, Suzuki se serait assis sur les dures nattes de la pièce par modestie, et aurait patienté jusqu'à ce que mon maître l'invitât à s'asseoir. Mais qui s'est donc installé sans plus de façon sur le coussin qui lui revient? Il le céderait peut-être à un être humain, mais à un chat. Que l'occupant soit un chat augmente son déplaisir. Cette considération ébranle encore un peu plus son assurance. En dernier lieu, l'attitude de ce chat est parfaitement exaspérante. Bien loin de lui montrer quelque sympathie, il trône insolemment sur un coussin auquel il n'a aucun droit, et le fixe en clignant ses yeux ronds au regard peu amène, d'un air de lui demander qui il peut être. Et cette froide réception détruit son assurance. Tous ces griefs accumulés contre moi pourraient l'inciter à me prendre par la peau du cou et à m'expulser du coussin. Mais non, il se contente de me regarder. Il n'y a pas de raison qu'un homme n'ose pas porter la main sur un chat. Je pense donc que s'il ne satisfait pas sa colère en me chassant, c'est parce qu'il veut montrer un peu de dignité humaine et garder la face. Si l'on recourt à la force, un enfant haut comme 3 pommes peut faire ce qu'il veut de moi. Mais si l'on considère la chose du point de vue de l'amour-propre auquel les hommes attachent tant d'importance, Suzuki Tojuro, lui-même, bras droit de Kaneda, ne peut rien se permettre contre moi, chat des chats, divinement présent au milieu du coussin. Certes, personne ne le verrait, mais sa dignité souffrirait s'il essayait de se battre avec un chat pour un coussin. Il serait très puéril de disputer de ce qui convient ou non avec un chat. La situation est comique. Pour éviter le déshonneur, il lui faut supporter quelque inconfort, mais plus il le supporte, plus sa haine du chat augmente. De temps en temps, il me regarde avec une grimace. Pour ma part, je trouve du plaisir à voir son expression mécontente, et j'essaie de prendre un air dégagé au possible, tout en m'efforçant d'ignorer le ridicule de la scène.
Et nous allons nous arrêter là pour la première partie de lecture de ce soir. Nous passons à la pause, les amis. Nous passons à la pause. Je reviens vous voir dans le chat. Je vois qu'Otonoshi a réagi à la calvitie de Madame... je sais même pas comment elle s'appelle d'ailleurs. Madame Kushima, du coup, je suppose. C'est Kushima ou Kushami? J'ai vraiment du mal, vu que c'est des sonorités dont on n'a pas l'habitude, hein, les sonorités japonaises. Même si j'ai fait du japonais au lycée, que j'ai pas mal écouté de manga en version originale, c'est quand même pas un réflexe, quoi. J'ai vraiment du mal à me souvenir. C'est Kushami, donc voilà, c'est Madame Kushami. Mais ouais, du coup, j'ai vachement de mal à me repérer sur tous les personnages, je dois avouer. C'est ça qui est un peu compliqué aussi avec cette lecture, mais bon. Ça va, là ça se décante un petit peu, je dois dire. La grande classe, le mec no race. Ouais, on est d'accord. On est d'accord que le mec a vraiment aucune race, quoi. Il balance des grosses cudes dans le plus grand des calmes, il s'en fout totalement. C'est ça qui est très étrange, encore une fois, c'est que le personnage du professeur, en fait c'est ça qui me paraît très bizarre avec cette œuvre aussi, c'est que j'ai vachement de mal à accrocher avec les personnages dans le sens où ils sont... En fait c'est bien, ils sont contrastés, mais t'as presque l'impression qu'ils ont tous plus de défauts que de qualités. Alors après c'est aussi parce que on est dans la peau du narrateur chat qui du coup fait un petit jeu comique sur la vision qu'il a des humains. Et en même temps, bah, c'est aussi révélateur de tout un tas de choses, parce que voilà, il a un discours philosophique pour montrer un peu les absurdités dont sont capables les êtres humains. Mais voilà, c'est ça. Exactement, Otonoshi, je trouve que les persos sont pas très attachants du coup, parce que bah, même le professeur qui est censé presque être le plus attachant, parce que c'est le héros, entre guillemets, même si le héros c'est le chat, le narrateur, on va dire que le deuxième personnage le plus important c'est le professeur, son maître, et il est pas très attachant quoi. Même si bon, on peut par moment se prendre d'affection pour lui parce que justement son côté, enfin vous savez c'est comme les vieux grincheux et tout, bah malgré tout parfois on a un petit attachement pour eux quoi. Mais ouais, c'est assez particulier. Et là je dois dire, et je pense savoir à peu près cibler pourquoi, là je dois dire que ça y est, je recommence à kiffer la lecture. Ça y est, là, je recommence à tomber sur un chapitre qui me plaît davantage et dans lequel je m'absorbe plus volontiers. Et je pense que c'est pour plusieurs raisons, mais des raisons très simples que j'avais déjà évoquées lors des 2 lives précédents. C'est que je pense, en tout cas je trouve personnellement, que les phases de narration sont mieux écrites que les phases de dialogue. Et les chapitres que j'ai peu aimés étaient vraiment des dialogues fleuves de bout en bout. Là, les dialogues sont beaucoup plus ponctués de narration. Et je trouve tout simplement les descriptions et les événements, on va dire, beaucoup mieux écrits. Donc voilà, je dirais peut-être... Alors après, bien sûr, il y a la traduction, etc. Donc c'est toujours très dur de juger du style à proprement parler de l'auteur. Mais... En tout cas, ce qui va me rester en esprit après cette lecture, c'est de me dire qu'a priori, je préfère la manière d'écrire de Natsume Soseki dans sa narration que dans son dialogue. En tout cas pour ma part. Et cette raison est intriquée à une autre raison, qui est que du coup, je trouve qu'il ne se passe pas rien. Parce qu'en fait, le truc, c'est que c'était beaucoup des dialogues, pour ne rien dire, je trouve, c'était beaucoup des dialogues fleuves qui ne disaient rien, qui ne faisaient pas avancer l'histoire. Alors que là, ça y est, ça garde un rythme très très lent, très très contemplatif entre guillemets, parce que voilà, le chat est très observateur de tout ce qui lui arrive, etc. Mais il se passe des choses. On a le chat qui part en vadrouille chez les Kaneda, les voisins du coup, qui détestent entre guillemets Kushima. Et puis on a ce Suzuki qui est envoyé du coup a priori pour un petit peu calmer les véhémences entre les deux parties. Donc enfin voilà, il commence à se mettre en place un semblant d'histoire. Voilà, on commence à voir des interactions et des personnages qui ont des
des motivations à faire des choses et ainsi de suite. Donc là, ça commence enfin à se remplir. Voilà, j'utilise ce terme parce que j'avais tendance à dire que je trouvais ça un peu vide. Donc là, ça a tendance à se remplir. Je trouve que la narration est mieux écrite que le dialogue et notamment parce que elle présente des commentaires du chat, des commentaires du narrateur, ce qui fait que là, pour le coup, je retrouve ce côté un petit peu humoristique et ce côté un petit peu satirique, parce que ce roman est présenté comme un roman satirique. Et je trouve que quand il y avait que des dialogues, on perdait totalement le narrateur, et du coup on perdait totalement ce commentaire satirique. Là, ça revient un petit peu. Il y a des moments, je dirais même que c'est peut-être... Alors c'est pas... c'est sclaffé de rire, hein, bien sûr, mais je dirais peut-être que c'est le chapitre qui avait le plus de passages un petit peu attrayant, un petit peu... je vais pas dire que ça faisait rire, je vais pas dire que c'était marrant, mais voilà, un petit peu... comment dire ça? Un petit peu cocasse. Notamment le passage justement, voilà, entre le mari et la femme, sur le fait qu'elle développe une calvitie, et qu'il soit pas très délicat avec elle. Mais aussi les commentaires du chat sur la famille Kaneda, sur leur visage et ainsi de suite, enfin bon, bref. Et puis aussi même dans un côté un peu plus psychologique, un petit peu plus philosophique, voire social. Moi par exemple j'ai beaucoup apprécié et j'aime beaucoup ce genre de commentaires, même s'il dure en général qu'un petit paragraphe. Mais le commentaire sur les hommes sont trop cons, pourquoi ils ont divisé la terre en plein de petites parcelles pour en faire des propriétés. Ça parce que, et pourquoi ils ne le feraient pas avec le ciel, et s'ils le font pas avec le ciel, c'est tout aussi absurde de le faire avec la terre. Ça, c'est pile poil le genre de réflexion qui me plaise beaucoup à titre personnel. Mais bon, c'est sûr que après, là, il y a vraiment les goûts personnels qui entrent en jeu de toute manière. C'est une certitude. Hop. Ils le font avec le ciel. Ouais, c'est vrai qu'en plus, en soi, ils le font avec le ciel, hein, on peut le dire aussi. Attends, mais quoi? Je viens de regarder rapidement un truc. Attends, mais comment t'as fait, mec? Alors, c'est assez ouf. C'est assez ouf ce qui se passe. Otonoshi qui m'a envoyé un petit nuage. Euh... Ok. Mais attends, mais comment t'as fait? Comment t'as fait, mec? T'es trop chaud? Otonoshi qui m'a envoyé une petite image en privé. Et c'est bah justement le petit nuage pour la boutique. Mais t'es trop chaud, Otonoshi, merci beaucoup, c'est trop, ça fait trop plaisir. Moi je me disais, bon bah je vais retaffer toutes mes... Bon, de toute façon je pense que je vais quand même retaffer tous mes panneaux Twitch un de ces jours, mais... Mais, mais merci, c'est trop gentil. En plus j'ai l'impression que t'as pris... Je sais pas si t'as pris la bonne... Attends. T'as réussi à répliquer... l'ombre et tout à la perfection, la bonne couleur et tout. Ah, c'est pas exactement la même police d'écriture. C'est pas exactement la même police d'écriture, mais en vrai, ça se fond plutôt bien. En fait, moi, c'est pour ça que je voulais le refaire de zéro, c'est parce que j'arrivais pas à retrouver la police d'écriture. Non, c'est pas Hudson, non. En tout cas, je pense pas, parce que regarde, par exemple, sur l'image que tu m'as envoyée. Alors là, désolé les gens sur le live ou sur la rediff, parce que vous voyez pas du tout ce dont je suis en train de parler. Mais du coup, sur ce que tu m'as envoyé, Otonoshi, si tu compares par exemple le T minuscule avec le T minuscule de site ou de Twitter, c'est pas du tout le même. Ou bien le O de Discord et le O de boutique, c'est pas du tout le même. Donc non, c'est pas la même police. Et en fait, c'était pour ça que je voulais refaire 2-0. C'est parce que la police est absolument pas trouvable, ce qui est trop bizarre. En fait, grosso modo, j'étais sur un logiciel qui était Clip Studio Paint. Bon, là, je sors totalement de la lecture, désolé les amis, mais je fais un petit aparté. J'utilisais Clip Studio Paint. J'ai déjà mis Clip Studio Paint sur plusieurs PC. Et j'ai pas le droit de... Enfin, grosso modo, j'ai un certain nombre de copies que je peux mettre sur un certain nombre de PC. Et donc j'ai déjà dépassé ce nombre de copies.
Donc je crois que je peux pas le récupérer sur ce PC là. Sauf en faisant une demande ou j'en sais rien, ou une copie spéciale, enfin bref. Ouais, je crois qu'il faut que je demande d'ailleurs. Je crois que c'était ça le délire. Je crois qu'il fallait les contacter pour leur dire bon bah écoutez, j'ai bien le truc, mais là j'ai encore un nouveau PC et voilà quoi. Enfin une nouvelle plateforme quoi, un nouveau support. Donc voilà. Donc j'ai essayé quand même de le rouvrir, etc. J'ai pas su le faire. Je l'ai ouvert en version DC. Sauf que en version DC tu peux absolument rien retoucher, donc ça n'a aucun intérêt. Et du coup quand j'ai cliqué dans le texte, ça m'a changé le texte et ça m'a enlevé la police d'écriture que j'avais mise. Et du coup j'étais en mode bah, quel est le fuck, quel est l'intérêt. Donc du coup je suis incapable de retrouver. Je pense que c'était du Martina, parce que quand je clique vite fait dessus, je vois le nom de la police qui change de Martina en rouge à je sais plus quoi en blanc, comme pour dire que la police est plus disponible et voilà. Donc je pense que c'est Martina, mais quand j'ai cherché sur internet Martina, je tombe sur une police qui n'a rien à voir, avec des espèces de lettres en gruyère avec des trous, donc bon. Enfin, emmental d'ailleurs. Donc du coup, voilà. Je suis totalement perdu, totalement perplexe. Mais en tout cas, de 1, je suis très surpris de ce que tu viens de faire, Otonoshi. De 2, je te dis un grand merci parce que c'est vraiment sympa, ça fait vraiment plaisir. Et de 3, bah, si tu n'y vois pas d'inconvénient, enfin de toute façon tu l'as fait dans ce but, mais je crois que je vais l'utiliser en tant que panneau. Hein. Parce que même si c'est pas la même, même si c'est pas exactement la même police, je trouve que elle peut se mixer avec le reste sans trop de soucis. Et elle fait assez élégante, etc. Donc c'est pas mal. Désolé de pas avoir pu faire mieux. Non mais mec, t'es fou. T'es fou, c'est déjà incroyable, merci beaucoup. Bonsoir Dimal, bienvenue. Comment tu vas Dimal? Alors Dimal, sache que je viens de faire entre guillemets le commentaire de la première partie de lecture. Et sache que ça y est, je re-rentre dedans à nouveau. Là, ça me replaît un peu davantage. Je suis un peu plus dedans là. Je trouve que ça a changé. Je trouve que le ton général a changé et ouais, j'arrive mieux à rentrer dedans. De nouveau, je trouve ça plus intéressant. Écoutez les amis, on est reparti sans plus de cérémonie. La deuxième partie de lecture va être un chouïa plus longue, si je dis pas de bêtises. Parce que je pense qu'il y a genre 2-3 pages de plus, donc ouais, ça va être ça. Enfin ouais, du coup, ça va faire beaucoup de pages en plus. Ah ouais, du coup, ça va faire genre 6 pages en plus, en fait. Puisque j'en retire 3, et j'en ajoute 3. Enfin bon, bref. Ça fait un différentiel de 6, du coup. C'est ça que je veux dire. Donc ouais, donc ça risque d'être pas mal plus long, en fait, la deuxième partie de lecture de ce soir, les amis. Je regarde vite fait quand même, 189, ça fait... Oh non, ça fait 17 pages. Bon, il y a moyen que ça le fasse, il y a moyen que ça le fasse. Bref, on reprend directement dans la foulée, vraiment le paragraphe qui suit directement le paragraphe précédent en termes de temporalité. Donc voilà, on est dans la même action, on est toujours sur le chat qui commente le fait que Suzuki soit embêté parce qu'il a pas son coussin, et du coup la visite de Suzuki à nos chers maîtres du chat. On va voir ce que ça va donner cette visite. On est y part. Ça parle de calvitie féminine, good vibes. C'est ça, c'est ça, c'est ça. D'ailleurs, moi, en parlant de calvitie, ça commence à me faire flipper. Ça commence à me faire flipper tout ça. Ah, en plus, j'ai bien les cheveux gras dégueulasses. Excellent à la caméra, ça. En fait, je suis partagé parce que j'adore avoir les cheveux très longs. Enfin, en fait, non, c'est pas ça. Je suis partagé parce que c'est la première fois de ma vie que j'ai les cheveux aussi longs, surtout. Et du coup, j'aimerais bien faire des trucs trop chelous, genre des chignons de ouf. Parce qu'en fait, je me dis, j'ai plein de cheveux, je peux faire des conneries. Donc du coup, j'aimerais bien faire des chignons ou des trucs comme ça. Je suis partagé entre ça et le fait que j'ai très envie de tout couper. Enfin, pas tout couper, mais couper sa mère, genre jusque-là au moins. Et refaire des coupes un petit peu... dans tous les sens, un petit peu punk. Avec les cheveux qui partent en couille. Et puis qu'on puisse me rappeler le hérisson, parce que c'était mon surnom quand j'étais jeune, le hérisson, parce que mes cheveux biquaient dans tous les sens. Et puis me les colorer en vert. Et ça va arriver bientôt. Ça va arriver bientôt de les colorer en vert. J'ai plein de cheveux, j'aimerais faire des conneries. Eh oui, mais oui, secrétaire. Bah ouais, en vrai, c'est une phrase que je dis beaucoup depuis pas mal d'années maintenant. Que j'ai envie de faire des bêtises dans mes cheveux.
Enfin, que je fais des bêtises dans mes cheveux. Enfin bon, bref, j'en ai déjà parlé dans d'autres lives, et puis là, pour le coup, je m'éloigne. J'étais reparti pour la lecture. On pourra en reparler si jamais, mais voilà. C'est pas over intéressant. Bref, je vous souhaite à tous une bonne écoute Otonoshi, secrétaire, Dimal, Jérôme Légendaire, tous ceux dans l'ombre et ceux qui me regardent en rediffusion. Sur YouTube. A tout à l'heure, pour la fin du live. Chapitre 4, suite et fin. Pendant que cette pantomime se déroule entre Suzuki et moi, mon maître sort de la garde-robe, son kimono bien rajusté, et prend place devant Suzuki avec un grognement de bienvenue. Je ne vois plus la carte de visite qu'il tenait tantôt, et j'en déduis que le nom de Suzuki Tojuro a été condamné à disparaître sans rémission dans un abîme fétide. Comme je considère le triste sort de cette carte, mon maître me prend par la peau du cou en me traitant de sale animal, et Oïs me jette sur la véranda. « Tiens, prends ceci. Tu te fais rare. Quand es-tu venu à Tokyo ?» Mon maître présente le coussin à Suzuki, et celui-ci s'assied après l'avoir retourné. « J'ai été très occupé, et je n'ai pas eu le temps de te mettre au courant. Je travaille à la maison mère de ma société à Tokyo depuis quelque temps. » Très bien. Il y a longtemps que je ne t'ai pas vu. C'est la première fois depuis que tu es parti en province, n'est-ce pas? Oui, cela va bientôt faire 10 ans. Je suis venu plusieurs fois à Tokyo, mais je suis tellement occupé que je n'ai jamais pu passer ici. Excuse-moi, mais j'ai beaucoup plus de travail dans ma compagnie que toi dans ton métier. En 10 ans, on change beaucoup, vraiment, dit mon maître en regardant Suzuki de haut en bas. Suzuki a l'arrêt proprement faite sur la tête. Il porte un costume de tweed fait en Angleterre, une cravate voyante et une chaînette d'or brille au travers de sa poitrine. On ne dirait pas du tout que c'est un ancien camarade de Kushami. Eh oui, il me faut maintenant porter ce genre de choses, dit Suzuki, conscient que sa chaînette a attiré l'attention. C'est réellement de l'or? Demande mon maître sans aucun tact. 18 carats, répond Suzuki en riant. Tu as pas mal vieilli, toi aussi. Je vois que tu as des enfants. 1? Non. 2? Non. Il y en a encore? 3? Oui, 3. Mais je ne sais pas combien encore vont venir. Tu ne te fais pas de soucis, comme d'habitude. Quel âge a le plus grand? Il doit être assez âgé. Je ne sais pas exactement. À peu près 6 ou 7 ans. Haha, c'est bon d'être sans soucis comme un professeur. J'aurais dû en devenir un. Essaie, et tu en auras assez au bout de 3 jours. Tu crois? Cela a l'air d'être une bonne place. C'est digne, agréable. Il y a beaucoup de temps libre, on peut étudier ce qu'on veut. Être homme d'affaires n'est pas trop mal, mais dans notre position, cela n'a rien d'intéressant. Si on veut devenir homme d'affaires, il faut aller jusqu'au sommet de la profession. Si on reste au bas de l'échelle, il faut lancer des flatteries stupides ici et là, boire quand on n'en a pas envie. C'est parfaitement ridicule. Je déteste les hommes d'affaires depuis le temps où j'étais à l'école. Ils font n'importe quoi pour de l'argent. Pour reprendre une vieille expression, ce sont de bas mercantis, répond mon maître sans s'arrêter à considérer qu'il parle à un homme d'affaires. Mais non, ils ne sont pas tous comme cela. Ils ont des aspects vulgaires, certes, mais de toute façon il faut être résolu à mourir riche pour réussir, et l'argent ne connaît pas de raison. Je viens précisément de chez un homme d'affaires et, d'après lui, il faut ignorer 3 choses pour faire de l'argent. Ses obligations envers les autres, les sentiments et la honte. Ce n'est pas intéressant cela? Qui est cet imbécile? Ce n'est pas un imbécile. Il est plutôt très intelligent, et s'est fait un nom dans le monde des affaires. Tu le connais peut-être, il habite juste au coin de la rue là-bas. Kaneda? Ce guignol? Ne te fâche pas ainsi. Ce n'est peut-être qu'une plaisanterie, un exemple pour montrer qu'il faut en arriver là si on veut amasser de l'argent. Il ne faut pas prendre cela au sérieux comme tu le fais. Sa théorie est peut-être une plaisanterie, mais le nez de sa femme. Puisque tu viens de chez eux, tu l'as vu ce nez. Sa femme? C'est une personne très sensée. Son nez, je te parle de son énorme nez. J'ai fait un poème de style moderne sur son nez l'autre jour. Que veux-tu dire par poème de style moderne? Tu ne sais pas ce que c'est? Tu es bien mal informé de ce qui se passe dans le monde en ce moment. Ah, quand on est occupé comme moi, à la littérature. Et de plus, je ne m'y suis jamais intéressé. Sais-tu comment était le nez de Charlemagne? Ha ha ha, tu recommences. Je ne sais pas. Wellington était surnommé le nez par ses hommes. Tu savais cela? Qu'as-tu à t'occuper seulement de nez? Quelle différence peut-il y avoir, qu'il soit rond ou pointu? Grossière erreur. Tu connais Pascal? Encore une question.
On dirait que je suis venu passer un examen. Qu'a fait Pascal? Pascal a dit quelque chose. Quoi? Si le nez de Cléopâtre avait été plus court, la face du monde en eût été changée. Ah? Alors on ne peut pas sous-estimer l'importance du nez comme tu le fais. Bon, passons. Dorénavant, je lui accorderai toute mon attention. Pour parler d'autre chose, je suis venu te voir aujourd'hui pour une petite consultation. Celui dont tu disais qu'il a été ton élève. Mizushima, je ne me rappelle plus. Voyons, celui qui vient toujours chez toi. Kangetsu? Oui, Kangetsu, c'est cela. J'ai quelques petites choses à te demander sur lui. Pour une affaire de mariage? Eh bien, quelque chose dans ce genre. Je suis allé aujourd'hui chez les Kaneda. Le nez est venu en personne récemment. Vraiment? Ah oui, elle me l'a dit. Elle m'a dit qu'elle est allée se renseigner auprès de toi, mais que par malheur Meitei se trouvait là, et qu'il a tellement gêné la conversation qu'elle est repartie sans avoir rien appris de clair. Elle n'aurait pas dû venir en brandissant ce nez. Non, elle ne parle pas de toi. Elle n'a rien pu te demander de précis à cause de la présence de Meitei. Elle le regrette, et m'a demandé de venir chez toi pour prendre quelques renseignements. Je n'ai jamais encore fait ce genre de démarche, mais si les principaux intéressés ne sont pas contre, je ne vois aucun inconvénient à essayer d'arranger l'affaire. Et me voici. Merci pour le mal que tu te donnes, répond mon maître d'un ton froid. Mais en lui-même, il est un peu ému en entendant les mots principaux intéressés. Je ne sais pas d'où lui vient cette émotion, mais on dirait à le voir qu'une brise fraîche vient de traverser ses manches comme au cours d'une lourde nuit d'été. Son maître est un homme brutalement direct, obstiné et sans tact, mais il n'est pas pour autant un produit de la civilisation actuelle, un homme indifférent et sans chaleur humaine. En somme, il prend vite la mouche et se met en colère tout seul, mais ses raisons sont bien compréhensibles. Il s'est querellé avec Hanako l'autre jour parce qu'il n'aimait pas son nez, et cela n'affecte en rien la fille de Hanako. Il déteste les hommes d'affaires, et déteste donc Kaneda qui en est un, mais cela n'a également aucun rapport avec sa fille. Cette demoiselle ne lui a jamais rien fait ni en bien ni en mal, et Kangetsu est un disciple qu'il aime plus que son propre frère. Si, comme le dit Suzuki, les principaux intéressés s'entendent bien, un homme d'honneur ne doit pas entraver leur projet, même indirectement, car le professeur Kushami se pique d'être un homme d'honneur. Si les principaux intéressés s'entendent bien, voilà la question. Il faut d'abord préciser ce point avant de décider son attitude dans cette affaire. Dis-moi, Suzuki, cette jeune fille désire épouser Kangetsu? Kaneda ou le nez n'ont pas d'importance, mais que pense la fille elle-même? Eh bien, c'est-à-dire, je crois que... elle doit probablement en avoir envie. La réponse de Suzuki n'est pas très claire. En fait, il est venu ici pour se renseigner sur Kangetsu et faire son rapport par la suite, et ne s'est pas soucié de s'enquérir des intentions de la demoiselle. Suzuki, ordinairement habile à se tirer de toutes les situations, semble cette fois un peu déconcerté. Probablement. Voilà qui manque de précision. Mon maître n'est pas satisfait s'il n'attaque pas une question de front, et en chargeant tête baissée. Ah, je me suis mal exprimé. Elle veut l'épouser, c'est certain, absolument. Hein? Sa mère me l'a dit, et il paraît même qu'elle le dénigre de temps en temps. Qui, la fille? Oui. L'insolente. Dénigrer Kangetsu. Cela veut donc dire qu'elle ne s'intéresse pas à lui. Tu ne comprends pas. Le monde est bizarre, et il arrive qu'on dise à dessein du mal de quelqu'un qu'on aime. Où y a-t-il des gens aussi stupides? Mon maître est splendidement imperméable à tout ce qui touche les sentiments humains. Le monde en est rempli, il faut en prendre son parti. Madame Kaneda interprète également la situation de cette façon. D'après elle, si sa fille traite Kangetsu de gourde creuse, et si elle dit parfois du mal de lui, c'est qu'elle doit en réalité l'aimer passablement. Cette étrange interprétation est si inattendue que mon maître reste sans répondre, les yeux ronds, regardant fixement Suzuki comme un diseur de bonne aventure. Suzuki pense que de cette façon, il pourrait bien échouer dans sa mission et oriente la conversation vers un sujet plus accessible à mon maître. Tu dois bien comprendre qu'avec sa fortune et sa beauté, elle peut se marier dans une famille qui vaut la sienne. Kangetsu est certainement un homme de valeur, mais si on considère sa situation sociale... Non, ne parlons pas de situation sociale, c'est peut-être insultant. Si on considère ses moyens financiers, eh bien, n'importe qui peut voir qu'il ne lui est pas égal. Si les parents se tracassent au point de m'envoyer chez toi, c'est que leur fille s'intéresse vraiment à Kangetsu. Suzuki avance une explication pleine de saine logique en vérité. Mon maître semble avoir compris la sagesse de ses paroles, et cela le rassure. Mais s'il s'arrête de parler maintenant, il risque une de ces interruptions brutales dont mon maître a le secret. Il réfléchit qu'il est plus prudent de parachever sa démonstration pour s'acquitter de sa mission au plus vite. Alors voilà comment se présente l'affaire. Les parents ne demandent pas d'argent ou d'autres ressources.
Au lieu de cela, ils veulent que Gangetsu soit qualifié. Qualifié, c'est-à-dire qu'il est un titre. Mais ne te trompe pas, cela n'implique pas qu'ils donneront leur fille en échange du doctorat de Kangetsu. Quand Madame Kaneda est venue l'autre jour, Meitei a raconté toutes sortes d'histoires bizarres. Non, tu n'as rien fait de mal. Madame Kaneda a dit beaucoup de bien de toi. Elle a apprécié ta franchise et ton manque de servilité. Tout est la faute de Meitei. Donc, si Kangetsu obtient son doctorat, les Kaneda pourraient garder la tête haute et maintenir leur réputation. Qu'en penses-tu? Tu pourrais peut-être pousser Mitsujima à présenter sa thèse de doctorat pour obtenir son titre? Après tout, si cela ne concernait que les Kaneda, il n'aurait pas besoin de docteur ou de licencié, mais il y a l'opinion des gens, et il faut en tenir compte. Quand les faits sont ainsi présentés, on peut admettre que l'exigence des Kaneda n'est pas déraisonnable, et on se dit qu'on pourrait agir comme le conseil Suzuki. Celui-ci tient mon maître en son pouvoir. Oui, vraiment, mon maître est un homme simple et honnête. Dans ce cas, je vais lui conseiller d'écrire sa thèse quand il viendra ici. Mais il faudra d'abord que je lui redemande s'il veut réellement épouser la fille Kaneda. Pourquoi lui demander cela? Tu n'arrangeras rien en étant aussi formaliste. Le meilleur moyen et le plus rapide est de le sonder, mine de rien, au cours de vos conversations ordinaires. Le sonder? Oui, sonder n'est pas le mot exact. Inutile de le sonder. Tu comprendras bien ce qu'il pense en parlant avec lui. Toi, tu le comprendrais peut-être, mais moi j'ai besoin d'entendre parler clair. Sinon je ne comprends pas. N'insistons pas. Mais il serait très mauvais de tout détruire en racontant des sottises comme le ferait Meitei. Tu n'as pas à le pousser à une décision, il faut le laisser faire ce qu'il veut. La prochaine fois que Kangetsu viendra, arrange-toi autant que possible pour qu'il ne soit pas influencé en mauvaise part. Non, je ne parle pas de toi, je pense à Meitei. Quand il a son mot à dire dans une affaire, tout est perdu. Pendant que nous écoutons cette critique dirigée en réalité contre mon maître par l'intermédiaire de Meitei, celui-ci arrive brusquement par l'entrée de derrière, porté par le vent du printemps, comme pour illustrer le dicton quand on parle du loup. Ah, un visiteur qui se fait rare. Quand on devient un habitué de la maison comme moi, Kushami a tendance à oublier ses devoirs d'hôte. Il faudrait n'aller chez lui qu'une fois tous les 10 ans. Ces gâteaux sont bien meilleurs que ceux que tu sers d'habitude, dit-il en se mettant sans plus de cérémonie dans la bouche un morceau du fameux yokan de chez Fujimura. Suzuki a l'air nerveux, mais mon maître se contente de sourire. Meitei est très occupé à faire travailler ses mâchoires. Je contemple le spectacle de la véranda et je m'aperçois qu'en cet instant j'assiste à une pantomime presque parfaite. Si l'échange de questions et de réponses muettes que l'on pratique dans la secte zen est une communication immédiate d'esprit à esprit, cette pantomime en est une aussi sans aucun doute. C'est très court, mais d'une grande intensité. Je t'avais classé comme oiseau nomade à vie, mais je vois que tu es revenu au nid. En vérité, il faut souhaiter vivre longtemps, car on ne sait jamais quelle bonne fortune peut arriver. Meitei ignore toute réserve aussi bien devant Suzuki que devant mon maître. On observe en général un peu de retenue devant une personne qu'on n'a pas vue depuis 10 ans, même si c'est un camarade avec qui on faisait jadis sa cuisine. Mais il n'y a que Meitei pour n'en rien faire. Je ne saurais dire s'il faut l'en admirer ou le tenir pour un sot. Arrête tes plaisanteries. Je ne suis pas le niais que tu sembles croire, dit Suzuki. Sa réponse est inoffensive, mais il ne semble pas très à son aise, et il tripote nerveusement sa chaîne de montre en or. Soudain, mon maître se tourne vers lui et lui demande bizarrement. « Es-tu déjà monté dans un tramway ?»« On dirait que je suis venu ici aujourd'hui pour me faire tourner en ridicule. J'ai beau venir de la province, j'ai quand même 60 actions de la compagnie des tramways de Tokyo. »« Ah, c'est quelque chose. Moi-même j'en avais 888 et demi, mais hélas, les vers ont presque tout avalé, et il ne me reste plus qu'une moitié d'action. Si tu étais venu plus tôt à Tokyo, avant que les vers s'y mettent, je t'en aurais donné une dizaine. C'est dommage, dit Meitei. Tu as toujours aussi mauvaise langue. Mes plaisanteries à part, ces actions rapportent du profit. Elles montent d'année en année. Très juste. Même avec une moitié d'action, je pourrais me faire construire 3 dépôts dans ma maison au bout de 1000 ans. Nous sommes, toi et moi, des esprits de notre siècle bien avertis de ce genre d'affaires. Mais Kushami, par exemple, me fait pitié. Quand on lui parle de jouer à la bourse, il croit que c'est un jeu de société. Sur ces mots, Meitei prend un second morceau de yokan en regardant mon maître. Celui-ci, pris par la contagion, tend presque inconsciemment la main vers l'assiette de gâteau. En ce monde, tout ce qui se fait de manière nette et énergique a le privilège d'être copié par tous les hommes. Les actions ne m'intéressent pas, mais j'aurais bien voulu faire monter Sorosaki dans le tramway, ne fût-ce qu'une fois. Continue mon maître en contemplant d'un air étonné les marques laissées dans le yokan par ses dents. Si Sorosaki était monté dans un tramway,
il serait allé jusqu'au terminus de Shinagawa à chaque fois. Il vaut mieux pour lui avoir simplement son nom de Tenenkoji gravé sur une pierre. À propos de Sorosaki, il est mort, paraît-il. Le malheureux. Quel dommage de perdre un homme de son intelligence. Pardon, je me suis trompé de personnage. À propos de Sorosaki, il est mort, paraît-il. Le malheureux. Quel dommage de perdre un homme de son intelligence. Commence Suzuki, et Meiten enchaîne aussitôt. Il avait une bonne tête, mais sa cuisine était en dessous de tout. Quand son tour venait de préparer les plats, les repas, j'allais toujours ailleurs pour manger des nouilles de sarrasin. C'est vrai. Le riz qu'il cuisinait était brûlé à l'extérieur et cru à l'intérieur. Et non content de cela, il servait toujours de la pâte de soja crue avec son riz. Elle était si froide qu'on ne pouvait pas la manger, complète Suzuki, rappelant du fond de sa mémoire le mécontentement qu'il éprouvait 10 ans plus tôt. Kushami était l'ami de Sorosaki dès cette époque, et chaque soir ils allaient ensemble manger de la purée de haricots rouges sucrés. Et maintenant Kushami en subit la malédiction d'une maladie chronique d'estomac. En fait, c'est Kushami qui en a le plus mangé, et il aurait dû mourir avant Sorosaki. Où vas-tu chercher un raisonnement pareil? Pardon. Où vas-tu chercher un raisonnement pareil? Plutôt que de parler de ma purée de haricots, souviens-toi que sous prétexte de culture physique, tu allais chaque soir au cimetière derrière notre pension pour abattre des pierres tombales avec un sabre de bambou. Tu t'es fait tancer vertement quand un moine t'a surprise en pleine action, rétorque mon maître en dévoilant un péché de jeunesse de Meitei. Ha ha ha! En effet, le moine m'a dit que frapper la tête d'un Bouddha empêche tout le monde de reposer en paix, et il m'a ordonné de cesser. Toutefois, moi j'utilisais un sabre de bambou, alors que le général Suzuki était plus violent. Il faisait de la lutte avec les pierres tombales, et en a renversé 3, grandes et petites. Le moine en était fou de colère. Il m'a enjoint de les remettre en place, et comme je lui demandais d'attendre jusqu'à ce que je trouve de l'aide, il m'a répondu qu'il n'en était pas question et que je devais les replacer seul en gage de repentir. Sinon, ce serait une grave offense envers le Bouddha. Tu n'avais pas fière allure à ce moment, portant juste une chemise de coton et un langouti, grognant et soufflant dans les flaques d'eau, juste après la pluie. Et toi, qui me dessinais froidement. Je ne me fâche pas souvent, mais cette fois-là, j'ai vraiment pensé que tu étais insultant. Je me rappelle encore ce que tu m'as dit pour tenter de te justifier. Et toi? Pourquoi me rappellerais-je ce que j'ai dit voici 10 ans? Mais je me souviens encore qu'il y avait gravé sur une des tombes les mots Kisaninden Kokaku Daikoji, premier mois de la 5e année de Hanei. Cette pierre tombale était d'une vieillesse qui lui donnait une certaine élégance, à tel point que j'ai eu envie de la voler et de l'emporter quand tu l'as relevée. C'était une pierre de goût gothique, répondant parfaitement aux principes de l'esthétique, précise Meitei, jetant une fois de plus son obscure esthétique dans la conversation. Cela est bel et bon, mais ton excuse à ce moment-là. Tu as dit « Je veux me spécialiser dans l'étude de l'esthétique et il me faut dessiner, pour m'y référer plus tard, tout ce qui le mérite, entre ciel et terre. Un homme comme moi, fidèle à la science comme moi, ne peut pas se permettre de sentiments personnels comme la pitié ou la camaraderie. Et tu as dit cela si froidement, si impitoyablement, que je t'ai arraché ton carnet de mes mains salies de boue et que je t'ai déchiré. C'est depuis ce temps que mon talent naissant a été étouffé sans rémission. Tu m'as coupé mon élan. Je t'en garde beaucoup de rancune. C'est un peu fort. C'est plutôt moi qui t'en veux. Meitei était donc un hableur dès ce temps-là. Mon maître, qui vient de terminer son morceau de yokan, entre dans la conversation. Il n'a jamais tenu une promesse, ni voulu s'excuser quand on le serrait de près. Il s'en tirait en racontant une histoire ou une autre. Un jour que les lagerstroemia du temple étaient en fleurs, il a dit qu'il écrirait un traité d'esthétique avant que les fleurs tombent. Quand je lui ai dit que je ne le croyais pas, qu'il n'en serait pas capable, il m'a répondu qu'en dépit des apparences, il avait une très forte volonté, et il m'a proposé de parier. Je l'ai pris au sérieux, et nous avons décidé de parier un repas dans un restaurant occidental du quartier de Kanda. J'étais bien certain qu'il n'écrirait rien, et cela m'a décidé à parier, mais en moi-même j'étais inquiet, car je n'avais pas d'argent pour payer un tel repas. Et maître Meitei n'a rien écrit du tout. Au bout d'une semaine, de 20 jours, pas même une page. Les fleurs sont tombées jusqu'à la dernière, et comme il faisait l'innocent, je l'ai pressé de s'acquitter de sa dette, pensant que j'avais gagné. Mais il n'a rien voulu admettre. Ok. Tout ce que je viens de lire, c'était lu par le maître. Désolé, je vais pas refaire tout ce paragraphe, il est long. Désolé. Il s'en est tiré une fois de plus par un raisonnement à la Meitei, demande Suzuki. Oui, et avec quel aplomb. Il a continué à soutenir que s'il n'avait pas d'autre talent, sa volonté au moins ne le cédait en rien à la mienne.
Même sans avoir écrit une seule page? Cette fois, même sans avoir écrit une seule page? Cette fois, c'est Meitei en personne qui pose la question. Bien sûr, c'est ce que tu as dit alors. Tu as dit, pour la volonté, je n'ai rien à envier à personne, mais malheureusement, je n'ai pas de mémoire. J'avais bien suffisamment de volonté pour écrire mon traité d'esthétique, mais j'ai oublié ma décision le lendemain du jour où je te l'ai annoncé. Si je n'ai rien écrit avant que les fleurs tombent, ce n'est pas dû à un manque de volonté, mais à un manque de mémoire. Et puisque ce n'est pas un manque de volonté, je n'ai aucune raison de t'offrir un repas. Tu as été d'une insolence? Cela, c'est typiquement du Meitei. Très intéressant, commente Suzuki, que l'histoire intéresse pour quelques raisons. Sa façon de parler est très différente maintenant de celle qu'il avait avant l'arrivée de Meitei. C'est peut-être une caractéristique des hommes intelligents. Qu'est-ce qui est intéressant? Demande mon maître, qui semble encore fâché. Mais, mon pauvre ami, c'est pour cela que je cherche partout des langues de pain en compensation. Ne te fâche pas ainsi et attends un peu. Et à propos de traité, je suis venu aujourd'hui apporter une grande nouvelle. Tu m'inquiètes. Tu apportes de ces nouvelles bizarres chaque fois que tu viens. Mais aujourd'hui c'est sérieux. C'est une vraie grande nouvelle. Une nouvelle sûre et confirmée, définitive. Sais-tu que Kangetsu s'est mis à la rédaction de sa thèse? C'est étrange qu'un homme qui se donne des airs comme lui fasse un travail aussi peu intéressant qu'une thèse. Et en plus il est amoureux. Il faut absolument que tu fasses savoir cela à Hanako. Elle doit rêver en ce moment d'un docteur esglant. En entendant le nom de Kangetsu, Suzuki se met à faire des signes à mon maître, des yeux et du menton, pour lui indiquer de ne rien dire. Mais mon maître ne les comprend pas. Tout à l'heure, lorsque Suzuki lui a exposé son point de vue, il a pris en pitié la fille des Kaneda. Mais maintenant que Meitei vient de lui parler du nez, il se rappelle la scène de l'autre jour, comique et assez désagréable. Cependant, le fait que Kangetsu a commencé à rédiger sa thèse de doctorat est le meilleur cadeau qu'il pouvait recevoir. Comme Meitei n'a pas manqué de s'en vanter, c'est la meilleure nouvelle de ces temps derniers. Une nouvelle non seulement merveilleuse, mais aussi très agréable et réjouissante. Que Kangetsu épouse ou non la demoiselle Kaneda, aucune importance. Ce qui compte est que Kangetsu obtienne son doctorat. Mon maître se compare à une statue du Bouddha mal faite et laissée à l'abandon sans recevoir sa couche de laque doré dans un coin du magasin de sculpteurs jusqu'à ce que les vers la rongent, et il ne s'en plaint pas. Mais il veut qu'une statue faite avec amour reçoive au plus vite son plaquage de feuilles d'or. Il s'est vraiment mis à rédiger? Demande-t-il avec grand intérêt, ignorant les signaux d'alerte de Suzuki. Tu ne crois jamais ce qu'on te dit. Toutefois, je ne sais pas si sa thèse traite des glands ou de la dynamique de la pendaison. En tout cas, la thèse de Kangetsu sera certainement de nature à en faire rabattre au nez. Depuis que Meitei s'est mise à parler du nez à plusieurs reprises et sans la moindre gêne, Suzuki donne des signes d'inquiétude. Meitei ne s'en aperçoit pas et continue sur sa lancée, bavardant et bavardant au hasard de ce qui lui vient en tête. J'ai poursuivi mes recherches sur le nez, et j'ai trouvé des passages où on en discute, dans Tristram Shandy. Si Sterne avait pu contempler le nez de Dame Kaneda, il en aurait tiré un excellent parti. Quel dommage! C'est une pitié de laisser se perdre un nez qui a toutes les qualifications pour laisser un souvenir impérissable aux générations à venir. La prochaine fois qu'elle viendra ici, je ferai un croquis de son nez pour référence. Cela me servira pour mes études d'esthétique. On dirait cependant que la fille veut épouser Kangetsu, dit mon maître, répétant ce qu'il vient d'entendre de Suzuki. Celui-ci, qui n'apprécie pas du tout son initiative, et le montre sur son visage, lui envoie des regards désespérés, mais mon maître est imperméable à ce genre de magnétisme, et le courant ne passe pas. C'est curieux que la fille d'un pareil phénomène soit amoureuse, mais cela ne doit pas être un grand amour, disons un amour du bout du nez, pas plus. Même dans ce cas, quelle importance si Kangetsu l'aime? Quelle importance? Mais tu ne voulais pas entendre parler de mariage l'autre jour. Tu t'es bien radouci aujourd'hui. Pas du tout, je ne me suis pas du tout radouci, mais tu as quelque chose? Suzuki, tu fais partie du monde des affaires, et il faut que je te dise une chose pour ton édification, à propos de ce Kaneda. Marier la fille de ce personnage à notre grand génie Mizushima Kangetsu équivaudrait à suspendre une lanterne de papier à côté de la majestueuse cloche d'un campanile. Nous, les amis de Kangetsu, ne pouvons pas souffrir un tel état de choses sans maudire. Tout homme d'affaires que tu sois, je pense que tu n'as pas d'objections à cela. Suzuki cherche une réponse évasive pour éluder la question. Bravo, tu es toujours aussi plein de mordant. Je t'admire de n'avoir pas changé du tout depuis 10 ans, répond-il, feignant une soumission pleine de souplesse. Puisque tu m'admires, je vais te dévoiler un coin de ma vaste érudition. Les anciens Grecs attachaient beaucoup d'importance à l'éducation physique.
Ils donnaient des prix magnifiques pour toutes sortes de jeux et recherchaient tous les moyens d'encourager les sports. Mais chose étrange, aucun document ne mentionne qu'ils aient jamais donné aucun prix pour récompenser un savant de sa science, et cela m'a beaucoup intrigué jusqu'à ces jours-ci. En effet, c'est étrange, admet Suzuki. Mais voici 2 ou 3 jours. J'ai fini par en trouver la raison au cours de mes recherches sur l'esthétique. Tous mes doutes de toutes ces longues années passées ont disparu d'un seul coup. J'ai eu la révélation, sublime et extatique, comme lorsqu'on se dépouille de l'ignorance dans un éclair de communion avec la vérité. L'expression de Meitei est si exagérée que Suzuki, pourtant habile orateur lui-même, prend un air disant qu'il s'avoue battu. Mon maître, tête baissée, regarde le plat de gâteau dont il tapote le bord avec des baguettes d'ivoire, en se disant que la comédie recommence. Et Meitei, superbe, continue ses révélations. Or, qui pensez-vous m'a délivré de mes doutes, en me tirant de l'ignorance où j'étais depuis tant d'années, grâce aux explications claires qu'il donne de cette contradiction? Le plus grand savant depuis que la science existe, le fondateur et philosophe grec de l'école péripatéticienne, le grand Aristote en personne. D'après lui, cesse de tapoter ce plat et écoute ce que je dis. Les prix que recevaient les Grecs avaient plus de valeur que les exploits qu'ils avaient accomplis. C'était ainsi une récompense et un encouragement. Mais qu'en est-il de la science? Si on veut récompenser la science, il faut trouver quelque chose qui lui soit supérieur en valeur. Or, où trouver un trésor plus précieux que la science? Impossible et impensable. Et la moindre erreur ne fait que la déprécier. Les Grecs ont tenté de trouver une récompense appropriée, en entassant des trésors aussi hauts que l'Olympe, jusqu'à épuiser les richesses de Crésus. Mais ils se sont aperçus qu'ils n'arriveraient jamais à rien qui convainc, et ils ont décidé de ne rien donner du tout. Vous devez maintenant comprendre que les pièces d'or, d'argent ou de cuivre ne peuvent rivaliser avec la science. Retenons bien ce principe, et examinons maintenant l'affaire qui nous retient aujourd'hui. Qu'est-ce que Kaneda sinon un billet de banque avec un nez et des yeux d'homme? Pour le caractériser d'une expression plus originale, nous pouvons considérer que c'est un billet de banque à pattes. La fille d'un tel homme doit être, disons, un chèque à pattes. D'autre part, que dire de Kangetsu? Il est sorti avec une magnifique place de premier de la plus haute institution scientifique de notre pays, et bien loin de montrer le moindre signe de lassitude, portant toujours sa cordelette de Haori datant de la révolte de Shochu, il étudie sans relâche, jour et nuit, la stabilité du gland. Bien loin encore de se satisfaire de si peu, ne s'efforce-t-il pas de publier dans quelque temps une grande thèse qui écrasera jusqu'à celle de Lord Kelvin? Il est vrai qu'il a raté un suicide en passant sur le pont d'Azuma, mais ce n'était qu'une de ces actions irréfléchies dont les jeunes gens passionnés sont coutumiers, et cela ne saurait ternir en rien sa personnalité d'érudit. S'il me faut caractériser Kangetsu dans le style Meitei, je dirais que c'est une bibliothèque ambulante. C'est un obus de 28, coulé dans de la science pure. Et si cet obus, en son temps, éclatait dans le monde scientifique, s'il éclatait, il éclaterait. À cet endroit de son apologie, Meitei se trouve à court de métaphores dans le style Meitei. Sa muse, qui s'envolait vers les cimes, replie ses ailes et il semble défaillir un moment. Mais il enchaîne sans plus hésiter. Les chèques à pattes retourneront en poussière, et leur nombre n'y fera rien. Ainsi une demoiselle si peu faite pour Kangetsu doit être écartée sans hésitation. Je ne consens pas à ce mariage, qui équivaudrait à marier le plus sage des animaux, l'éléphant, au plus avide, le pourceau. Tu es de mon avis, Kushami? Mon maître restait silencieux et recommence à tapoter... mon maître reste silencieux et recommence à tapoter le plat de gâteau avec ses baguettes. Suzuki, l'air un peu abattu, ne trouve qu'un faible commentaire. Non, tu vas trop loin. Il vient de déblatérer contre Meitei, et des paroles imprudentes risquent de pousser un homme aussi imprévisible que mon maître à des révélations embarrassantes. La meilleure façon de sortir de cette mauvaise passe est de composer avec l'attaque de Meitei. Suzuki ne manque pas de finesse. Il sait qu'il vaut mieux de nos jours éviter une résistance inutile, et qu'une discussion déplacée est un reliquat du passé féodal. Le but de la vie n'est pas dans la parole mais dans l'action. Si les affaires progressent régulièrement, et comme on les a projetées, on a atteint ce but, et tout est pour le mieux, si on l'atteint sans peine ni anxiété ou dispute. C'est ainsi que Suzuki est arrivé au succès après sa sortie de l'université. C'est ainsi qu'il a une montre en or au gilet. C'est pourquoi il a accepté la demande des Kaneda, et a presque entièrement réussi à gagner Kushami à ses vues. Or, à ce point précis, voilà qu'un Meitei, un vagabond fantasque, échappant aux rassurantes classifications habituelles, et possédant peut-être une psychologie différente de celle du commun, vient s'interposer et le troubler par sa brusquerie. Ce principe d'action dans la facilité est dû aux personnalités de Meiji, mais celui qui l'applique est Suzuki Tojuro. Et c'est encore Suzuki Tojuro qui se trouve bien ennuyé en ce moment. C'est parce que tu ne sais rien de toute l'affaire que tu te viens dans une réserve de bon ton. Pardon.
C'est parce que tu ne sais rien de toute l'affaire que tu te tiens dans une réserve de bon ton et que tu affirmes que je vais trop loin, en quelques mots seulement, ce qui n'est pas dans tes habitudes. Mais si tu avais assisté à ce qui s'est passé l'autre jour, quand le nez est venu ici, même toi qui aimes tant les hommes d'affaires, tu aurais été dégoûté. N'est-ce pas, Kushami? Toi, tu t'es bien battu. Et pourtant, on dirait que j'ai meilleur presse que toi chez les Kaneda. Ha ha ha! Tu ne manques pas de confiance en toi. Il t'en faut bien sûr, sinon tu ne pourrais pas aller à ton école et te faire appeler tes sauvages par les élèves et les autres professeurs. Quant à moi, je ne le cède en rien à personne pour la volonté, mais je ne me vois pas capable de tant d'audace. Je te tire mon chapeau. Et qu'y a-t-il de si terrible à quelques grognements d'écoliers ou de professeurs? Sainte-Beuve, un des plus grands critiques que ce monde ait porté, faisait des cours très impopulaires à l'université de Paris, et quand il sortait, il avait toujours un couteau dans sa manche pour se protéger des étudiants. D'autre part, quand Brunetière a attaqué Zola, toujours à l'université de Paris... Oui, oui, mais tu n'es pas professeur d'université. Tu ne fais qu'expliquer un livre de lecture anglais, et tu n'as pas à te comparer à ces géants. On dirait un goujon qui veut nager avec une baleine. Cela ne peut que te rendre encore plus ridicule. Tais-toi donc. Je suis bien l'égal de Sainte-Beuve pour la science. Oh, vues élevées. Dans ce cas, évite de te déplacer avec un couteau, c'est dangereux. Si un couteau convient à un professeur d'université, je ne vois qu'un canif qui soit approprié à un professeur de lecture anglaise. Pourtant, tout ce qui comporte une lame comporte aussi du danger. Il vaudrait peut-être mieux que tu ailles acheter un fusil à bouchon du côté de Nakamise et que tu te le mettes en bandoulière. Tu ferais un effet ravissant. Qu'en penses-tu, Suzuki? Suzuki pousse un soupir en constatant qu'on est loin maintenant de l'affaire Kaneda. Tu es toujours aussi innocent et drôle. À vous revoir tous deux après ces années passées, j'ai l'impression de me retrouver dans une vaste prairie au sortir d'un étroit sentier. Avec mes collègues et semblables, je ne peux pas me laisser aller. Je dois toujours prendre garde à ce que je dis. Quel ennui et quel souci. Vive une bonne conversation sans chose-trappe derrière chaque mot. Voilà pourquoi un bavardage entre anciens condisciples est le plus libre et le meilleur qui soit. Ah, j'ai eu du plaisir à te revoir inopinément aujourd'hui, Meitei. Mais je dois vous laisser tous deux. Des affaires m'attendent. Suzuki va pour se lever, et Meitei enchaîne. Alors je pars aussi. Il faut que j'aille à une réunion du comité pour la réforme des arts à Nihonbashi. Je t'accompagne jusque-là. Très bien. Voici longtemps que nous n'avons pas fait une promenade ensemble. Et comme deux frères, ils s'en vont. Et c'est la fin du chapitre 4, les amis. Nous passons à l'outro de ce live. Passons à l'outro de ce live et je reviens vous voir dans le chat. Il y a Jumpy qui est passé faire un petit coucou. Ça fait plaisir, merci beaucoup Jumpy. Ça fait plaisir. Et puis bonne soirée à toi également. Voilà, ça y est, voilà. Ce chapitre 4, je l'ai aimé de fond en comble pour le coup. Ce chapitre 4, je trouve qu'il est dans une lignée intéressante, en tout cas selon mes goûts bien sûr, toujours. Mais ouais, là j'ai bien aimé, Et là je retrouve un peu plus peut-être une ambiance japonisante aussi. Alors après, bon, je suis loin d'être un spécialiste du Japon. Comme je le disais, j'ai fait 3 ans de japonais au lycée. J'ai fait quoi? J'ai maté pas mal de mangas en VO. Et il y a une époque où voilà, le Japon m'intéressait beaucoup. Mais je veux pas dire que je suis professionnel. Mais je sais pas pourquoi, je trouve que là je suis plus dans une ambiance japonaise. Je saurais pas vraiment dire pourquoi. Je pense que c'est dans le... Je pense que ça s'est un peu posé, enfin je sais pas. Je vois bien une discussion entre 3 amis, 3 vieux amis un petit peu calmes, etc. avec l'ambiance japonaise. Enfin je sais pas. J'imagine bien justement leur manière même de s'asseoir sur des coussins, etc., etc. Enfin voilà. Je trouve que là on est vraiment plongé dans le quotidien entre guillemets. Ça me parle plus, je sais pas. J'ai bien aimé l'ambiance de ce chapitre. Je sais que ce que je dis n'a pas grand sens, mais je sais pas dépeindre spécifiquement le pourquoi du comment j'ai cette impression japonisante, mais ouais. J'ai beaucoup plus apprécié ce chapitre. Et encore une fois, il se passe des choses. Ça y est, l'histoire avance. Donc là, du coup, je commence à me dire que peut-être la grosse histoire du livre, ou bien en tout cas l'une des grosses péripéties du livre, ça va être ce fameux mariage entre Kangetsu et la fille des Kaneda. Et du coup, ça peut être très très intéressant. J'ai beaucoup aimé l'arrivée du personnage de Suzuki. J'aime beaucoup le fait que, jusqu'à présent, c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de personnages
qui soit aimable, je trouve. Donc là, j'ai beaucoup apprécié le fait que Suzuki soit une personne beaucoup plus détendue, beaucoup plus diplomate, beaucoup plus calme. Alors bon, il y a quelques petits trucs qu'il a pu dire que j'ai pas trop aimé, mais bon voilà, parce qu'il a l'air d'être très 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 porté sur l'argent. Mais bon, on peut pas aimer tous les traits d'un personnage. Mais ouais, j'aime bien le fait qu'il soit assez dans l'envie de ne pas partir dans des disputes, etc., etc. Il est posé, etc. Et ça, j'aime beaucoup, et je trouve que ça fait un contraste détonnant avec Meitei. Et du coup, bah, l'air de rien, ça a donné une scène hyper intéressante. Même si, de nouveau, le narrateur chat s'est un petit peu effacé. Moins que dans les dialogues fleuve que j'avais moins aimé précédemment, mais... parce que voilà, il fait quand même quelques saillies une fois de temps en temps. Mais ouais, je trouve que c'était intéressant le contraste entre Meitei et Suzuki et le maître. Parce que du coup, ça faisait un espèce d'une tension entre les trois personnages implicite comme ça, dont Meitei n'avait certainement même pas conscience, dont le professeur, a priori, n'avait pas conscience parce qu'il est vraiment détaché de... Je sais même pas comment on appelle ça, d'intelligence sociale, entre guillemets, a priori, je dirais ça. Mais du coup, ouais, c'était très marrant, je trouve, cette situation de... est-ce qu'il va faire le faux pas? Est-ce qu'il va dire quelque chose qu'il faut pas? Est-ce que... Putain, j'ai fait une super rime et un super jeu de mots en faux pas, incroyable. Mais ouais, je trouve ça vraiment sympa. Je trouve ça vraiment sympa. Je suis beaucoup plus dedans. Et donc, j'ai hâte de lire la suite pour le coup. Parce que je vous avoue que là, je commençais à rechigner, je commençais à me dire, oh putain, est-ce que je vais pas me faire chier à la prochaine lecture? Mais là, non, ça y est. Là, je suis rededans, j'ai re-envie. Je pense aussi que c'est dû à une raison toute conne, toute simple. Mais tout simplement le fait que la lecture ait été un peu plus courte ce soir. On n'a pas dépassé les 2 heures cette fois-ci. C'était un chapitre... Voilà, c'était une bonne lecture, mais c'était un chapitre un chouïa plus court. Je dirais une bonne dizaine de pages de moins. Donc une bonne 20-30 de lectures en moins, quoi. Donc ouais, c'est vraiment... Ça s'en ressent. Ça s'en ressent. Faudrait peut-être que je trouve une manière différente de découper la lecture. Encore une fois, sur cette œuvre, j'ai vraiment du mal parce que j'ai pas envie de partager un chapitre, d'étaler un chapitre sur plusieurs lives. Je trouve que ça n'a aucun sens en termes d'unité de sang, justement. Mais bon, à voir, à voir. Je vois que le chapitre 5, qui nous occupera lors du prochain live, fait 33 pages, en gros. Donc ça devrait être relativement équivalent à ce qu'on a fait ce soir. Donc déjà, pareil, ça m'enchante. Ça me facilite mon entrain à vouloir être au prochain live de lecture. Donc ouais, très curieux de voir l'avancée de ce mariage, hein, dont certains personnages veulent à tout prix que cela advienne, et dont certains autres personnages veulent à tout prix que cela n'existe pas. Ça va être intéressant. Sur ce les amis, je vais vous laisser là, je vais pas faire durer l'outro inutilement, j'ai pas forcément grand chose à ajouter. Ah oui, si, je voulais rebondir sur ce que disait Otonoshi pendant la lecture. Otonoshi qui disait compliquer cette narration. Ouais, c'est vrai, et je m'en excuse, mais vraiment sur cette lecture, j'ai pas mal de mal, j'ai pas mal de difficultés, notamment dans les dialogues, à repérer qui sont les bons personnages. Parce que très souvent, on nous dit qui est le personnage qui a parlé à la fin de la tirade, ou bien en plein milieu, mais c'est des longues tirades parfois. Donc ouais, c'est un peu compliqué pour moi, et en plus, vu que j'ai fait des voix relativement similaires pour tous, parce que c'est dans un contexte, on va dire, réaliste, donc j'allais pas commencer à faire je suis Meitei. Enfin voilà. Donc ouais, c'est assez compliqué pour moi, il y a beaucoup de personnages en plus. Et en plus, comme je le disais, le fait que ce soit des pseudonymes japonais, c'est un peu costaud. C'est un peu costaud de le faire comme ça. Mais bon. C'est vrai que je pense que c'est l'une des œuvres sur laquelle j'ai le plus galéré sur ce point. En vrai, le seul moyen serait de faire une lecture en sus et de surligner en couleur les lignes de dialogue, donc gros taf. Ouais, voilà, c'est vraiment pas le but. Déjà, moi, relire 2 fois la même chose, ça me gonflerait à l'infini, je pense.
Et ouais, non, le but c'est vraiment de découvrir en live, de faire ça en live. Mais, ceci dit, je pense que, sans me jeter des fleurs, je pense que d'habitude j'y arrive assez bien. Alors ça m'est arrivé d'avoir des difficultés sur plein de trucs, hein. Mais en général, je pense que je m'en tire assez bien, même avec les dialogues un peu compliqués, où il y a beaucoup de persos et tout. C'est vrai que là, particulièrement, j'ai un peu de mal. Alors je sais pas si c'est parce que c'est la reprise, ou si c'est tout simplement le style du traducteur, peut-être aussi, hein. Ou même la structure des phrases de Natsume Soseki, la structure textuelle, etc. Et puis les noms japonais, tout ça, tout ça. Enfin bref. Je trouve que, encore une fois, en fait, c'est ça, je me répète, mais je trouve que ce texte se prête très bien à l'oralité, parce que aussi il y a des textes qui se prêtent pas à l'oral, en fait. Il y a des textes en lecture à voix haute, je pense, qui sont vraiment casse-gueule. Ça a été le cas, par exemple, des Diaboliques, quand je repense au passé. Mais et là, j'aurais tendance à dire, de la même manière que je disais que je voyais une grosse différence entre narration et dialogue, j'aurais tendance à dire que les dialogues se prêtent assez mal à l'oralité parce que, euh, quoique, dans ce chapitre-là, je les ai trouvés un peu mieux, justement, je me suis fait la remarque en lisant. Mais je trouve que les dialogues font assez, font parfois un peu factice, quoi. On se dit, mais les gens parleraient pas comme ça. Mais en fait, ça dépend des moments. Il y a des moments où, ils parlent de manière logique, mais ouais. Il y a des moments où justement je me faisais la réflexion, ah c'est bien vu d'utiliser ce mot-là de cette manière-là et tout, pour faire comprendre que c'est du dialogue. Par exemple, les hésitations de Suzuki, je trouvais ça très bien rendu à l'écrit de Suzuki qui est en mode c'était quoi son nom déjà? Ah oui machin, voilà. Ouais, en fait je sais pas. Je dirais que la narration se prête très bien à l'oralité. Je dirais que les phases de dialogue et du coup les didascalies en quelque sorte, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. Mais bon, on n'y peut rien, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Oui, mais là c'est compliqué, pas vraiment ta faute. Après, c'est une autre culture, donc c'est naturellement chelou pour nous autres occidentaux. Ouais, c'est clair, hein. C'est clair. Hmm. C'est clair qu'il faut se dire ça aussi. Que tout le texte est empreint d'une autre culture vraiment différente de la nôtre. Donc c'est clair aussi qu'il y a des choses qui peuvent totalement nous passer au-dessus, qui peuvent être vraiment presque incompréhensibles en fait. Mais bon, c'est pas mal de se plonger dans d'autres choses. C'est ce que je voulais faire. C'est ce que je voulais faire avec cette œuvre. Je vous en avais parlé. Je suis curieux. J'ai envie de voir un peu de tout. Et là, j'avais vraiment envie de faire de la littérature mondiale en quelque sorte, d'aller dans des régions, dans des pays que je connais pas en littérature. Donc ouais, franchement, pour le moment, ça s'avère être une bonne expérience. J'ai eu du mal sur sur les deux lives précédents, mais ça s'avère une bonne expérience de manière globale. Allez les amis, on se quitte là-dessus. Cette semaine, il restera un live de manière sûre qui sera dimanche à 15h, live de découverte sur l'univers de League of Legends avec une lecture de la nouvelle, d'une nouvelle en rapport au champion Galio. Il y aura bien sûr aussi la veillée dimanche. Donc la veillée c'est, je le répète, le soir à 21h, de 21h à minuit sur Discord, où je me mets à disposition en vocal pour parler et échanger un petit peu avec vous, voire jouer à des jeux vidéo, etc. Et d'ailleurs, en parlant de jeux vidéo, je vous rappelle également que je me tâte, mais suivez-moi sur Facebook, Twitter et Discord pour être mis au courant. Mais je me tâte, mais il y aura peut-être l'épisode 2 de The Wolf Among Us dès demain 21h, je pense. Il y a moyen. Ou bien même si c'est pas demain soir, ce sera peut-être demain en journée. À voir. À voir. Il y a très moyen. Voilà, voilà. N'hésitez pas à mettre un j'aime ou un dislike si vous n'avez pas aimé la vidéo. N'hésitez pas à commenter la lecture ou le live dans son intégralité sur YouTube, etc. Comme d'habitude. Ça y est. J'ai des démangeaisons au nez, désolé, c'est pas très élégant, c'est pas très sexy. Ça m'arrive une fois de temps en temps en lecture, je sais pas pourquoi. Et du coup, oui, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager, à mettre des j'aime, tout ça, à parler en privé, etc., etc. Enfin bref, faites-vous plaisir, ça aide à faire évoluer la chaîne et ça m'aide à évoluer moi-même. Voilà, voilà. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, merci à tous ceux qui sont passés, Otonoshi, Secrétaire, Jumpy,
Dimal, le Jérôme légendaire. Ça me fait plaisir de vous accueillir. Encore merci Otonoshi pour le panneau Twitch. Je vais l'installer dès la fin du live. Merci beaucoup, ça fait très plaisir. Et je vous dis au mieux à demain, au pire à dimanche. Bonne fin de semaine à tous. À la prochaine pour une prochaine lecture. Une prochaine partie de gaming. Ou une prochaine découverte. Bye bye. Alors attendez, parce que je suis en train de partir sur l'écran de fin et j'ai oublié de le charger. Attendez, on va le faire ça bien. Parce que oui, voilà, maintenant je veux faire ça. Merde, je suis un connard. J'aurais dû le laisser pendant tout le live. Maintenant je veux faire ça à la fin de mes lives, sauf que j'ai pas encore pris le coche. Je fais pas ça encore très bien. Alors attendez. En fait, il faudrait que je le fasse en amont. Pendant que je suis en train de parler. Tel un génie. Parce que bon, j'ai pas laissé mon deuxième écran allumé pendant tout le live alors que voilà quoi. Alors qu'il ne me sert à rien. Mais maintenant, à chaque début de live et à chaque fin de live, vous aurez le droit au petit teaser. Allez, cette fois-ci c'est la bonne. Bonne nuit à tous, bye bye.